Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est donc le webinaire organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité pour présenter un guide qui a été publié en ce début d'année sur le sujet de l'accompagnement des enfants et des familles qui sont accueillis et accompagnés donc au sein des structures d'hébergement et d'accompagnement vers le logement. On est ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et vous présenter ce guide. Donc aujourd'hui, on aura un certain nombre d'interventions par les intervenants qui sont autour de cette table virtuelle et que je remercie par avance de leur présence aujourd'hui et de leur disponibilité. Je vous les présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Je vous rappelle donc que vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pourrez poser vos questions. Je remercie mes collègues, donc Emmanuel qui fera la gestion des questions au niveau du chat et ma collègue Sylvia qui est au niveau de la technique et qui pourra vous répondre éventuellement si vous avez des petites questions techniques. Voilà, donc bienvenue encore une fois à toutes et tous. On va commencer ce webinaire par une introduction d'Arnaud Gallet, qui est donc membre du groupe national d'appui enfance-famille au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et Arnaud Gallet était jusqu'à récemment directeur général de l'association Enfants Présents et depuis peu directeur général de l'association Olga Spitzer sur l'Île-de-France. Je te donne la parole, Arnaud. Tu peux introduire ce webinaire. Je t'en prie. Bonjour à toutes et tous. En premier lieu, effectivement, peut-être me présenter. Maëlle, tu l'as dit, donc je suis donc actuellement le directeur général de l'association Olga Spitzer. Je suis de formation, je suis anthropologue, diplômé en santé publique et sciences politiques également. Et on va dire que je suis forcément grandement intéressé par ce qui se passe au niveau du secteur associatif, d'où mon choix pour moi de m'engager directement sur le terrain. Alors, les droits de l'enfance, c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous voyez, communément, on dit que je suis un acteur de la protection de l'enfance. Et ce guide, je le dis d'emblée, je le rappellerai sûrement, pour moi, place quelque chose qui est complètement important et très important. Ça vient situer les acteurs de la solidarité, que vous êtes toutes et tous autour de la table, c'est-à-dire que des personnes qui travaillent en hébergement, que je connais un peu pour avoir fait, si j'ose dire, mes premières armes à Emmaüs notamment, dans le giron de la protection de l'enfance. Et moi, c'est essentiel. On doit tous protéger les enfants. Je vais revenir dessus, mais là-dessus, c'est essentiel. C'est un sujet qui me tient à cœur également. Parce que j'ai fait partie des personnes qui ont pris la parole, notamment, vous savez, il y a eu une grande vague qui a été celle du MeToo inceste qu'on a tous vécu au début d'année. J'ai fait partie, pour avoir été également victime petit de violences sexuelles, d'inceste notamment et de violences physiques et autres. Et j'ai fait partie des personnes qui ont pris la parole. J'en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est partout, c'est dans les centres d'hébergement, c'est aussi en dehors. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à ça, et donc c'est pour ça, bien souvent, quand on parle des violences, on culpabilise d'une certaine manière l'environnement en oubliant que ce sont bien évidemment les agresseurs qui sont à viser, et donc après on a néanmoins tout un travail à faire en société. Et donc c'est bien de ce travail, pour moi, dont je vais parler aujourd'hui en introduisant ce guide. Vraiment, merci infiniment. Pour moi, c'est un réel honneur parce que ce guide, il vient placer l'enfant au cœur de nos pratiques également et ses besoins fondamentaux. Je suis tout à fait touché par tout ce qui touche justement les besoins fondamentaux de l'enfant qui apparaît de manière très claire au niveau de ce guide. Il faut dire que l'enfant, au niveau de l'hébergement, bien souvent, c'est un des grands oubliés. On le voit bien, je vous le disais, j'ai été responsable, moi, à Emmaüs en centre d'hébergement. C'est vrai que par moment, quand on passe après du côté de la protection de l'enfance, on se rend compte qu'on peut avoir du mal. On a des pratiques un peu, je ne vais pas dire différentes, mais forcément, on n'est pas situé forcément de la même manière. Je trouve que parler justement de l'enfant en centre d'hébergement et de sa condition, de l'accompagnement aussi des parents, du soutien à la parentalité, valoriser les actions, c'est quelque chose qui me semble tout à fait fondamental. Donc, je le disais, l'enfant est bien souvent le grand oublié, alors qu'on sait en France, on a quand même 3 millions d'enfants, je dis bien 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire que c'est également une violence qui est faite aux enfants parce que vivre sous le seuil de pauvreté, ça ne veut pas dire que les parents sont violents, bien entendu, mais ça veut dire que la pauvreté, c'est quelque chose qui impacte considérablement le développement de l'enfant. Et là aussi, pour moi, c'est important et qu'on puisse sensibiliser. Alors, il y a des choses qui relèvent des pouvoirs publics, certes, mais c'est important de partir aussi de ce constat. Ça me semblait important aujourd'hui de rappeler aussi certains chiffres parce que ces chiffres, on a du mal à les voir. C'est en lien aussi avec tout ce guide. S'il y a pour moi quelque chose qui est à valoriser, parce que quand on parle de la protection de l'enfance, bien souvent, on a un regard négatif.
je pense que là où faut être clair, c'est que les chiffres au niveau des violences faites aux enfants, ils sont éloquents, ils sont terribles, ils sont affreux. En France, chaque année, vous avez 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. 165 000 enfants. Vous avez un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Vous avez 125 000 femmes victimes d'excision. Ça aussi, c'est important parce qu'on a l'impression, on a tendance bien souvent à le ramener à des pays qui sont un peu plus lointains, notamment en Afrique et autres, où ça se pratique, mais ça se pratique également en France. On peut avoir du mal à le voir. Et on sait bien, et vous le savez mieux que moi, dans les centres d'hébergement, les situations de femmes victimes d'excision, il y en a beaucoup et on a du mal d'ailleurs des fois à comprendre un peu l'ensemble du mécanisme, mais c'est bien existant. On a 143 000 également enfants qui sont victimes de violences conjugales. 143 000 chaque année enfants victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, on ose parler des enfants co-victimes. Moi, je dis très, très clairement victimes. Et ça, c'est important. On a également 70 000 mineurs qui sont menacés par le mariage forcé chaque année. Et ça, c'est important également de le rappeler. On a également des chiffres qui sont extravagants en termes de risque de prostitution, puisqu'on estime, c'est l'UNICEF qui l'estime, entre 3 et 8 000 mineurs, vous voyez, on a du mal à estimer, la fourchette est large, qui sont directement victimes de la prostitution chaque année. Donc, pour moi, il était effectivement important de pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs, pas parce que se dire qu'il y a un lien et une digression à faire entre la précarité et les situations de violence, mais parce qu'inévitablement, des situations de vulnérabilité, le handicap, la précarité ou autres, peuvent exposer plus certains enfants que les autres. Et donc, c'est pour ça que je remercie moi infiniment tout ce travail qui est fait par la fédération, qui pour moi est courageux, puisqu'il vient aussi induire d'une certaine manière, je ne vais pas dire un glissement au niveau des pratiques, parce qu'on vient bien valoriser ce qui existe, mais amène une réflexion qui n'est pas forcément évidente et naturelle. Et ça, je tiens à le souligner, parce que par moment, au niveau de certaines fédérations, on peut avoir l'habitude, je dirais, de se nourrir un peu soi-même. Et je trouve que d'amener ça, je trouve ça vraiment essentiel. Et vraiment, je le salue parce que je pourrais être un peu plus long. Voilà. Alors, après, pour revenir proprement, pour parler du guide, effectivement, il donne donc cet éclairage au niveau de l'enfant. Moi, je trouve ça important, je le redis, c'est une sensibilisation, c'est quelles actions aussi peuvent être menées en faveur du soutien à la parentalité. Et vraiment, je le redis, c'est valoriser ce qui existe aujourd'hui, c'est s'inspirer aussi de bonnes pratiques et donc c'est de faire aussi de l'enfant et de la parentalité des actions qui peuvent être mises en place au niveau des structures. Voilà ce que je voulais peut-être dire en introduction. Et vraiment, ça me semble important, je le redis, vous êtes toutes et tous acteurs de la protection de l'enfance. Moi, j'en suis convaincu, nous le sommes tous. Et en tout cas, je milite également, moi, au niveau des instances, notamment de protection de l'enfance, soi-disant, je dirais, proprement réservées à un certain secteur, pour bien reconnaître tout le travail que vous faites, qui est admirable réellement, au niveau des structures d'hébergement, même s'il y a effectivement des choses qui sont à faire, il y en a partout. Mais je pense que, je le redis, vous êtes inévitablement des acteurs de la protection de l'enfance et des acteurs de la solidarité. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour cette introduction. Donc effectivement, vous retrouverez dans le chat le lien vers le guide qui nous rassemble aujourd'hui. Le guide, il a été construit par le biais d'un groupe de travail qui a rassemblé des adhérents de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui étaient présents sur l'ensemble du territoire et qui exerçaient aussi une diversité d'activités, en allant de la veille sociale, en passant par l'hébergement et jusqu'à l'accompagnement vers l'accès au logement. Et l'idée était effectivement de pouvoir accompagner une réflexion autour de la place de l'enfant dans l'accompagnement qui peut être proposé dans ces structures, la place de l'enfant au sein de sa famille, parce que là, on s'adresse aussi à des structures qui accueillent des familles, donc des enfants qui ne sont pas seuls, et d'essayer aussi donc d'accompagner, de soutenir cette réflexion et d'outiller en présentant, comme tu l'as bien dit Arnaud, tout un tas d'activités, de pratiques, d'initiatives, de projets qui aujourd'hui existent au sein d'un certain nombre de structures et qui peuvent agir comme des exemples, comme des leviers pour pouvoir aussi, sur la base justement de la réflexion qui aura pu être engagée au niveau des structures, développer des choses qui permettent de mieux répondre aux besoins et aux droits de l'enfant.
Et justement, encore une fois, tu le soulignais Arnaud, l'idée c'était vraiment de partir de l'enfant, de sa place, de ses besoins et de ses droits. Et on a aussi la chance avec nous aujourd'hui d'avoir donc Nassera Bechrouri, qui est chargée de mission au niveau du défenseur des droits et qui va pouvoir nous présenter voilà, cette institution et comment cette institution, son rôle et par rapport notamment aux droits de l'enfant, mais pas que, le rôle est bien entendu plus large, mais aussi comment cette institution, elle peut finalement être un partenaire dans le travail des intervenants sociaux au niveau des structures qui composent aussi le réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité et au-delà. Donc, je remercie vraiment Nassera Bechrouri d'être avec nous aujourd'hui et je vous donne la parole pour nous parler justement du défenseur des droits et de son rôle. D'accord, merci beaucoup Maëlle. Donc, merci à vous de m'avoir invité à prendre la parole. Donc, pour présenter en fait notre institution, le défenseur des droits, mais également parler de notre activité en matière de droits de l'enfant et présenter aussi également un autre guide qu'on a élaboré en partenariat avec vous, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est le guide à l'intention des intervenants de l'action sociale. Donc voilà, donc juste pour me présenter très rapidement, en fait, je suis chargée de mission au sein de la direction de la promotion de l'accès aux droits aux défenseurs des droits. C'est une direction qui ne traite pas des réclamations qu'on reçoit, donc on fait plutôt de la promotion de l'égalité, je reviendrai tout à l'heure dessus. Et je suis plutôt spécialisée sur les questions d'accès aux services publics. Et donc, je n'ai pas de compétences particulières sur les droits de l'enfant, mais néanmoins, je pourrais vous revenir sur notre activité principale en termes de mission de droits de l'enfant. Alors, donc, pour revenir, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le défenseur des droits. Ça me semble important de revenir un peu sur notre rôle et nos missions. Alors, on est une institution qui est une administration, une autorité administrative indépendante qui tient sa légitimité de la Constitution ainsi que de la loi organique du 29 mars 2011 qui crée le défenseur des droits. Le défenseur des droits, en fait, désigne à la fois l'institution, mais c'est aussi une personne qui la dirige. Et aujourd'hui, c'est Claire Hédon qui occupe cette fonction depuis le 22 juillet 2020. Donc, elle a remplacé M. Jacques Toubon, qui a quitté ses fonctions en juillet dernier. Donc, Claire Hédon a été nommée par le président de la République pour un mandat de 6 ans. Ce mandat est irrévocable et non renouvelable, et c'est ce qui garantit son indépendance. Et donc, notre institution ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses attributions. C'est important de le signaler. Donc, on est vraiment une autorité indépendante. Alors, on intervient sur 5 champs de compétences. Donc, ça aussi, c'est important de le rappeler. Donc, le premier champ de compétences, c'est la défense des droits des usagers des services publics. Le deuxième, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la défense et la promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant. On est compétent également sur la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, le respect de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité et également sur l'orientation des lanceurs d'alerte vers les autorités compétentes. Donc, en termes d'organisation, on est près de 250 collaborateurs et collaboratrices sur le siège, au niveau du siège à Paris. Donc, on est principalement des juristes majoritairement qui assurent l'instruction des réclamations, mais sur la partie direction de la promotion de l'égalité dans laquelle je travaille, on est plutôt une équipe pluridisciplinaire de sociologues, de statisticiens, etc., qui travaillent à concevoir et à mettre en œuvre de la politique de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits. Donc, le défenseur des droits est également une autorité de proximité qui est présente sur les territoires en métropole et en outre-mer. On s'appuie pour cela sur un réseau de 550 délégués du défenseur des droits, donc, qui sont présents dans des permanences qui sont gratuites et sur rendez-vous dans plus de 874 points d'accueil. Alors, ces points d'accueil, ce sont des maisons de justice et du droit, des points d'accès aux droits, des préfectures, des mairies, des centres communaux d'action sociale, des centres sociaux culturels. On a des délégués également qui sont présents dans chaque établissement pénitentiaire. Ça aussi, c'est important de le signaler. Alors, le plus gros les délégués du défenseur des droits traitent près de 80% des réclamations. Donc, c'est le plus gros du traitement des réclamations se fait au niveau local par les délégués.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a une mission de veille au respect des droits et des libertés sous deux missions. La première mission, c'est d'assurer la protection des droits. Et donc, on a une direction qui traite l'instruction des réclamations qui nous arrivent au niveau du siège. Et on a une mission de promotion de l'égalité, de l'accès aux droits. C'est la direction dans laquelle je travaille. Alors, sur la mission de protection des droits et des libertés, on a, je voudrais dire un mot sur nos modalités de saisine pour traiter les réclamations. On peut être saisi par téléphone au 09 69 39 00 00. On peut être saisi également en ligne, en fait, en format dématérialisé, en se connectant dans la rubrique saisir sur le site du Défenseur des droits. On peut également écrire au Défenseur des droits par courrier postal, en fait, sans affranchissement, donc un courrier gratuit. Et on peut saisir physiquement nos délégués qui sont présents dans les permanences d'accueil que je vous parlais tout à l'heure, dans les départements. Et vous pouvez avoir les coordonnées de nos délégués sur les territoires en allant sur le site du Défenseur des droits, dans la rubrique « Contactez votre délégué ». Alors ensuite, qui peut saisir le Défenseur des droits lorsque l'intérêt d'un enfant est mis en cause? Plusieurs acteurs peuvent saisir le Défenseur des droits. Tout d'abord, l'enfant victime ou le mineur de moins de 18 ans peut être amené à nous saisir. Le représentant légal peut également nous saisir, un membre de sa famille, le service médical ou social et une association de défense des droits de l'enfant qui est régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans. Donc, toutes ces personnes peuvent nous saisir pour signaler un litige lorsque l'intérêt de l'enfant est mis en cause. Ce qui fait la valeur ajoutée de notre institution et l'intérêt de nous saisir, c'est les larges pouvoirs d'enquête dont on dispose, qui nous permettent d'obtenir des informations et des explications sans que le secret de l'institution ne puisse être opposé. On peut également convoquer les personnes qui sont mises en cause. On peut effectuer des vérifications sur place et on peut procéder à des mises en demeure ou des injonctions. Sachant que ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le délit d'entrave expose à une amende de 15 000 € et à une peine d'emprisonnement d'1 an. Donc voilà, c'est un pouvoir assez important. Pour ce qui est de la mission de promotion de l'action et de la promotion de l'égalité, des droits et de l'égalité, on a possibilité de faire des propositions de réforme. On peut rendre des avis et des projets et des propositions de loi on peut rendre des avis sur les projets et les propositions de loi, et on peut être consulté par le gouvernement, le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur l'impact de certaines mesures. On peut également informer le public sur ses droits, donc on mène pour cela des actions de communication ciblées. On intervient dans des formations initiales ou continues et on réalise des études et on mène un dialogue régulier avec les partenaires. On crée également des outils de promotion pour sensibiliser à la fois les victimes potentielles, mais également les acteurs mis en cause. Donc voilà. Et on rédige également régulièrement des rapports thématiques pour sensibiliser sur un sujet l'opinion publique et les acteurs concernés. Alors, ce qui m'amène maintenant en fait à faire un zoom sur notre activité en matière de droits de l'enfant, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, juste pour faire un rapide état des lieux des réclamations de l'institution dans le domaine de la défense des enfants, nous sommes saisis, les saisines en matière de droits de l'enfant concernent pour près de moins d'un tiers sur la protection de l'enfant et la protection des enfants. 25% concernent l'éducation et la petite enfance, la scolarité et le périscolaire. Et sur la santé et l'handicap, ça concerne 17%. Et la justice familiale et les sujets en matière de filiation concernent 15%. Et les sujets des mineurs étrangers concernent 12% des réclamations. Voilà pour faire un rapide aperçu de nos réclamations. Alors, pour citer quelques exemples de situations pour lesquelles le défenseur des droits peut être saisi. Alors, concernant les questions d'hébergement, alors on a quelques situations qui ont été citées dans le guide que je vais vous présenter qui cible les intervenants d'action sociale. On a été saisi par exemple d'un couple avec 4 enfants, dont un nourrisson qui a été âgé seulement quelques jours, qui n'a pas pu parvenir à obtenir un hébergement d'urgence
et qui vivaient en attendant dans une voiture. Donc, on a traité cette situation. On a été également amené à traiter la situation d'un couple accompagné d'un bébé de 15 mois qui a été mis à l'abri, qui n'a pas pu être la mise à l'abri, dont la mise à l'abri dans un dispositif d'hébergement d'urgence n'a pas pu être reconduite et renouvelée, alors que leur situation était demeurée inchangée. Voilà. Alors, j'ai d'autres exemples de situations, pas forcément dans l'hébergement, mais qui peuvent vous intéresser. Donc, on a l'exemple d'un enfant âgé qui a été placé en famille d'accueil et qui souhaitait vivre avec l'un de ses proches. L'exemple d'une famille kosovare qui, avec un enfant malade, a été déboutée du droit d'asile et qui a été expulsée du CADA et qui s'est retrouvée à la rue. L'exemple d'un enfant allergique qui s'est vu refuser l'accès à une cantine scolaire. Ou l'exemple encore d'un enfant hyperactif qui n'a pas pu participer à une activité périscolaire au motif qu'il ne bénéficiait pas d'accompagnement spécifique et que l'équipe du centre de loisirs ne pouvait pas s'occuper de lui en toute sécurité. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des exemples un peu de saisines sur lesquelles on est saisi en matière de droits de l'enfant. Alors sur la partie promotion des droits de l'enfant, on a plusieurs outils qui nous permettent d'agir. On rédige notamment chaque année, en vertu de la loi organique du 29 mars 2011 qui crée le défenseur des droits, on rend chaque année un rapport annuel consacré aux droits de l'enfant à l'occasion du 20 novembre, la journée internationale consacrée aux droits de l'enfant. Et donc, l'année dernière, le rapport annuel était consacré à la participation à la parole de l'enfant, au recueil de la parole de l'enfant et à la participation des enfants. On met en place également un comité d'entente chaque année, avec 2 fois par année, qui nous permet de dialoguer avec la société civile et les associations en charge de la protection de l'enfance et de la défense des droits de l'enfant. Donc, cette instance nous permet d'identifier des sujets sur lesquels le défenseur des droits pourrait intervenir. Ça nous permet de remonter les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain par les acteurs et de nourrir la réflexion sur le sujet. On a également un dispositif en matière de droits de l'enfant qu'on appelle les JAD, les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, qui nous permet de sensibiliser chaque année plus de 60 000 enfants à leurs droits via ce dispositif. Donc, c'est vraiment un programme de sensibilisation aux droits qui se déploie sur tout le territoire national, en métropole comme en outre-mer, grâce au soutien d'une multitude d'acteurs, donc l'éducation nationale, les collectivités territoriales, les grandes associations agréées en service civique. Donc, c'est un programme qui permet également de sensibiliser et de former une centaine de jeunes en service civique, dont certains sont mineurs, chaque année au sujet des droits de l'enfant. Alors, on a un autre programme en matière des droits de l'enfant, qui est le programme Éducadroit, qui a été mis en place en 2017. Il y a un programme d'éducation des enfants et des jeunes aux droits. Donc, l'objectif de ce programme, c'est de sensibiliser les enfants et les jeunes aux droits et à leurs droits et de favoriser leur apprentissage de la contradiction et de l'analyse. Donc, ce programme est accessible sur le site du Défenseur des droits. On met en place également, comme autre opération en matière de droits de l'enfant, une grande consultation nationale des enfants qui a été mise en place, lancée en 2019, qui a permis de s'appuyer sur l'investissement et la mobilisation d'une 50aine d'associations et de recueillir la parole de 2000 enfants. Voilà. Donc, on a également un rapport en tant qu'autorité indépendante chargée de veiller à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant. On rend également tous les 5 ans un indépendant d'appréciation. Donc, le dernier datait de juillet 2020, dans lequel on dresse un bilan de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant et on fait des observations finales à ce comité. Donc, j'en arrive au second guide, en fait, qui est présenté dans le cadre de ce webinaire, qui est le guide à l'intention des intervenants de l'action sociale, et donc au rôle qui vise à renforcer le partenariat sur les territoires entre notamment les délégués du Défenseur des droits et vous, donc en tant que travailleurs sociaux sur les territoires. Donc, on s'est rendu compte que le Défenseur des droits était mal connu et trop peu saisi par les professionnels du secteur social et les personnes qui les accompagnent. On s'est appuyé sur cela, sur 2 travaux qui ont permis d'objectiver ce constat. Le premier, c'est une enquête interne qui a été réalisée par la FAS,
qui a révélé que seuls 8% des travailleurs sociaux connaissaient le défenseur des droits. Et on a réalisé, nous, à notre niveau, au niveau du défenseur des droits, une enquête en ligne en 2019 qui a été adressée aux intervenants de l'action sociale et qui a révélé que pourtant 62% des répondants connaissaient l'institution, mais alors que plus de la moitié connaissaient l'institution, seuls 26% d'entre eux ont déjà saisi l'institution. Donc, ça montre bien que les champs de compétences, les modalités de saisine et d'intervention du défenseur des droits sont en fait mal connus. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux nous connaissent a priori, mais ils ne connaissent pas suffisamment nos modalités d'intervention ou les modalités de saisine. D'où l'intérêt de ces interventions telles que celles d'aujourd'hui et de ce guide qui a été réalisé et diffusé en 2020. On a en effet, ce qui motive en fait la diffusion de ce guide, c'est la complémentarité de nos missions défenseurs des droits et travailleurs sociaux, puisque tous les deux, nous favorisons l'accès aux droits et à la lutte contre le non-recours. Les travailleurs sociaux évaluent les besoins des personnes vulnérables, les informent sur leurs droits et les aident à obtenir certaines prestations. Et le défenseur des droits, son rôle, ça va être plutôt d'intervenir en cas de difficulté pour l'octroi ou le maintien de certains droits sociaux, notamment. Et on agit plus spécifiquement lorsqu'il y a une situation de refus ou de blocage. Donc voilà, je peux vous citer quelques exemples d'intervention du défenseur des droits. Notamment, par exemple, dans un litige avec une CAF, il y a un couple qui a constaté que le virement de son allocation n'avait pas pu être parvenu sur leur compte en banque. Et donc, ils se sont déplacés à la CAF et donc, ils ont été informés qu'une notification de suspension de l'AAH leur avait été envoyée par courriel, mais que le délai pour déposer le recours amiable avait été dépassé. Donc, c'est un couple qui est victime de la fracture numérique, puisqu'il ne disposait ni d'ordinateur ni d'une connexion Internet. Et donc, la CAF a accepté de faire un recours contre la décision à la suite de l'intervention du délégué du défenseur des droits. Donc, je termine par une intervention, un exemple de situation qui a été réglée grâce à l'intervention d'une éducatrice spécialisée. C'est une éducatrice spécialisée qui travaille dans une association qui accompagne des personnes en situation de précarité. Et donc, dans le cadre de son activité professionnelle, cette éducatrice spécialisée accompagnait une maman et sa fille âgée de 5 ans à un rendez-vous chez un médecin, un chirurgien dentiste. Et en arrivant au cabinet, le médecin a refusé de les prendre en charge au motif qu'elle ne disposait pas de la carte vitale, mais uniquement de l'attestation de couverture maladie universelle complémentaire. Donc, l'éducatrice spécialisée a saisi le défenseur des droits. Et à l'issue de l'instruction de l'un défenseur des droits au niveau du siège, donc, on a conclu à l'existence d'un refus de soins qui était discriminatoire et donc on a fait un rappel à la loi auprès du professionnel de santé mis en cause et on a demandé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes d'intervenir auprès du médecin mis en cause pour faire cesser de telles pratiques. Et on a demandé également à ce que soit rappelée la loi aux membres de l'ordre, l'obligation légale et déontologique qui pèse sur eux. Donc, concernant le guide à l'intention des intervenants de l'action sociale que vous voyez ici et qui est accessible en ligne et qui a été largement diffusé par la Fédération des acteurs de la solidarité. Mais si vous souhaitez disposer d'autres exemplaires, vous pouvez en faire la demande via directement le défenseur des droits ou la FAS. On pourra vous en envoyer des exemplaires. C'est un guide dont l'objectif vise à assurer une meilleure connaissance du défenseur des droits par les intervenants de l'action sociale pour mieux ensemble et in fine augmenter les saisines, ce qu'on appelle les saisines intermédiaires, les saisines qui passent par les travailleurs sociaux et donc mieux faire progresser conjointement l'accès aux droits de toutes et tous et notamment des plus vulnérables. Alors, comment sont composées ces fiches qui sont au sein de ce guide? Alors, chaque fiche présente des situations concrètes qui sont illustrées par des histoires vécues et construites sur la base de dossiers traités par le défenseur des droits. Donc, l'objectif de chaque fiche vise à faire état des problématiques sur lesquelles le défenseur des droits peut être saisi et elle explique également comment et quand saisir le défenseur des droits. Donc, le guide est composé d'une présentation de l'institution au préalable et ensuite de 18 fiches thématiques. Donc, il y a 12 fiches par domaine. Donc, les discriminations sont abordées, le logement et l'hébergement, la protection sociale et la solidarité, les relations avec les forces de l'ordre, le transport, le travail et la formation.
pour en citer quelques-uns, et 6 fiches par public, dont la fiche par enfant, la fiche enfant et adolescent. Alors, j'en termine par les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce guide. Donc, ils sont nombreux. Donc, il y a bien sûr la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, mais il y a également l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'UNAFORIS, l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale, et 2 écoles de travail social, l'Institut régional du travail social, l'IRTL d'Île-de-France, et l'école Santé sociale Sud-Est, l'ESSEC de Lyon. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop rapide dans mes propos. Et je vous remercie encore. Merci à vous. Merci beaucoup, Nacera, pour cette présentation qui, effectivement, nous donne un panorama à la fois des activités du Défenseur des droits et aussi de quelle manière le Défenseur des droits peut représenter réellement un partenaire et un outil finalement aussi dans la pratique des intervenants sociaux au quotidien. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat. On aura un temps de questions-réponses à la fin, après l'ensemble des interventions. Donc, n'hésitez pas, on les prend bien en note et à continuer à poser vos questions. Donc, après cette intervention autour justement de ce sujet des droits de l'enfant et de quelle manière on peut se saisir aussi de cette approche par les droits pour accompagner finalement les enfants et les familles qui peuvent être accueillis au sein des structures, donc des secteurs de l'hébergement, de l'accompagnement vers le logement. Je vais donner la parole à Laure Oberson et Vanessa Messamer, qui ont fait partie du groupe de travail qui a élaboré le guide. Et donc, Laure et Vanessa travaillent au foyer du Léman, donc elles vont nous présenter un peu et elles vont aussi nous exposer quelques actions qu'elles mettent en place au niveau de leur structure pour justement adapter leur accompagnement aux besoins des enfants et des familles qu'elles reçoivent au sein du foyer du Léman. Donc, je vous donne la parole, Laure et Vanessa, et merci beaucoup à vous. Bonjour à tous et merci Maëlle pour la parole. Donc moi je me présente, je suis Laure Oberson, je suis donc éducatrice de jeunes enfants au foyer du Léman. Donc le foyer du Léman, c'est une association qui accueille aujourd'hui 55 personnes, femmes et enfants confondus, sur 3 dispositifs différents. Donc un accueil mère-enfant, un CHRS et un dispositif pour femmes victimes de violences conjugales. C'est une structure qui accueille aujourd'hui 30 enfants. C'est pour ça que nous, on essaye de travailler le plus possible avec les enfants. En tout cas, c'est un choix de l'institution. Les femmes, elles sont accueillies dans les femmes et les enfants sont accueillis dans un seul bâtiment, mais elles ont chacun leur logement autonome, ce qui nous permet de travailler l'autonomie dans le logement, mais également dans le collectif et de pouvoir travailler ensemble. On a une assez grosse équipe qui est composée d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, mais aussi de psychologues. On est reconnu sur le territoire pour accueillir principalement des femmes victimes de violences conjugales, ce qui nous permet aussi de vivre dans un endroit assez sécurisé. Donc tout est fermé avec des badges, ce qui peut favoriser la parole pour les familles et qui les permet aussi d'être en sécurité. Je m'excuse, c'est un peu difficile de te parler sans savoir à qui on parle. C'est une première pour moi, donc voilà, on sent sûrement un peu le stress. Voilà, donc aujourd'hui on est 2, je suis avec ma collègue. On a participé ensemble au guide parce qu'on trouvait ça important de pouvoir parler un peu de notre expérience auprès des enfants et de ce qu'on peut proposer. Et puis également de pouvoir avoir d'autres idées et de pouvoir approfondir ce travail auprès des enfants. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente et puis on va continuer comme ça. Bonjour à tous, donc moi je suis Messamer Vanessa, donc effectivement éducatrice de jeunes enfants au foyer du Léman. Donc nous on a effectivement la chance d'être dans notre structure une dizaine de professionnels de travailleurs sociaux, dont 4 éducatrices de jeunes enfants. C'est une spécificité un peu, je pense, pour avoir un peu pour d'autres structures. C'est aussi une chance et vraiment un avantage. Donc nous on a effectivement pas mal d'actions et de réflexions autour de la prise en charge des enfants. C'est un panel assez large. On peut mettre en place des sorties famille, des sorties
plutôt individuels. On a des temps d'activité avec un groupe d'enfants ou simplement avec la famille. On a aussi des groupes de parentalité. On a mis en place aussi des livres d'accueil pour les familles, pour les enfants en particulier, adaptés aux tranches d'âge d'enfants. On a du soutien scolaire. Enfin voilà, c'est beaucoup d'activités qui sont également mises en place dans d'autres structures, mais voilà, auxquelles on tient. On a également des partenariats avec la PMI où ils peuvent venir faire des interventions auprès des familles ou auprès des enfants. Des partenariats avec la ludothèque, avec les EAJE. On essaie vraiment d'avoir un panel d'actions qui peut répondre au maximum aux besoins des enfants. Donc aujourd'hui, effectivement, dans toutes ces actions-là, il y en a deux qu'on voulait vous présenter un petit peu plus en particulier. Donc Laure va commencer par vous présenter le projet personnalisé qui nous semble indispensable aujourd'hui. Autant il y a des projets personnalisés pour les parents, pour les mamans, dans notre structure, parce qu'on n'est que femmes avec enfants. Donc c'est très important qu'il y en ait aussi une prise en compte pour les enfants. Et c'est le projet personnalisé que va vous présenter Laure. Et puis je vous présenterai après, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle le goûter philo, qui est une action précise pour les enfants également. Voilà, je repasse la parole à Laure. Alors oui, effectivement, dans notre projet d'établissement, on a voulu effectivement favoriser la place des enfants et on s'est dit qu'au début de l'accueil, il fallait qu'on la favorise avec un projet personnalisé pour qu'il ait la même place que sa maman, en fait. Donc du coup, ils sont un peu faits sous le même modèle. C'est des projets qu'on fait avec l'enfant s'il est en âge et s'il a la maturité de le faire, ou avec la famille en entier pour pouvoir élaborer ensemble des objectifs et que l'enfant puisse savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on va travailler avec lui, quelle est sa demande à lui, est-ce qu'il a bien compris à quoi l'accompagnement au foyer du Léman allait servir. Donc, c'est vrai qu'on a regroupé plusieurs thèmes qu'on retrouve dans le guide. Donc, on travaille autour de la santé psychique, des relations avec la famille, la vie sociale et la scolarité ou l'accueil collectif selon l'âge des enfants. Donc, chaque enfant a un peu son mot à dire. On essaye, voilà, même s'il est petit, on essaye de lui demander un petit peu comment il voit les choses ici, comment il pense qu'on peut l'aider, comment il pense qu'on peut l'accompagner, ce qui lui ferait plaisir, les relations qu'il peut avoir avec ses parents. C'est vraiment ce projet personnalisé, on essaye vraiment d'avoir un temps pour le faire, pour l'élaborer, que ce soit pas juste une idée comme ça, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de travailler ça. C'est vraiment essayer de le penser avec l'enfant et avec sa maman si l'enfant n'est pas capable, enfin, ou n'est pas encore assez mature pour pouvoir le faire, et il est signé exactement pareil que le projet personnalisé de la mère avec la direction, pour vraiment le symboliser et l'ancrer dans la compagnie. Voilà. Un petit peu, je ne sais pas si vous avez des questions après, mais voilà. Du coup, en ce qui concerne le goûter philo, alors comment ça nous est venu un peu cette idée? C'est vrai, donc les enfants qu'on accueille sont pour la plupart victimes de violences conjugales et en tout cas témoins, si ce n'est directement impactés physiquement, psychologiquement. Enfin, de fait, l'impact est porté aussi sur les enfants. Alors, on va retrouver des enfants sur les conséquences avec des enfants qui ont principalement des troubles dans la reconnaissance de leurs émotions, dans la manifestation de leurs émotions, dans la reconnaissance des émotions des autres aussi. C'est des enfants qui vont avoir de la difficulté à être en lien avec les autres, dans le lien social. Il y a très souvent aussi de la parentification sur ces enfants. C'est la reconnaissance de l'empathie ou la mise en place de l'empathie. Enfin, tout ce système-là est assez malmené chez ces enfants, avec bien au-delà d'autres conséquences, mais qui ne sont pas des objectifs par rapport au goûter philo. Mais en tout cas, tout ce côté psychologique et notamment la découverte de ces émotions, la reconnaissance des émotions, c'est quelque chose sur lequel on avait vraiment envie de travailler dans notre structure. Et notamment, ces enfants-là, en lien, ils vont avoir besoin de savoir les reconnaître, de savoir les exprimer et de façon acceptable par la société. C'est des enfants qui vont pouvoir des fois exprimer leurs émotions de façon complètement inadaptée et qui vont leur porter préjudice dans leur vie sociale ou dans leur vie en général. C'est des enfants qui ont besoin d'être écoutés et entendus, parce que souvent, il n'y a pas cette place-là dans leur contexte de vie avant d'arriver au foyer.
Et même en étant au foyer, c'est des fois compliqué de se remettre là-dedans et que les mamans qui sont très souvent envahies par leurs propres problématiques vont pouvoir avoir une écoute spécifique à leur enfant. Donc voilà, ça c'est un peu tous les constats qu'on a pu faire et auxquels on a voulu répondre à travers ce goûter philo. Donc, je vais vous expliquer les modalités, les modalités de mise en œuvre. Et en tout cas, les objectifs finalement à travers tous ces constats, ça va être de pouvoir aborder des sujets qui les concernent, que les enfants vont pouvoir se positionner dans un groupe avec des pairs, de pouvoir entendre des avis différents ou alors au contraire des avis qui vont être communs à chacun, de pouvoir les sécuriser, d'être dans un lieu de parole qui est sécure, où ils vont pouvoir parler, en tout cas dans une certaine confidentialité avec les intervenants qui sont là pour les entendre. Voilà, ça va leur permettre de travailler leur confiance en eux aussi, qui est souvent très malmenée dans ce genre de situation. Voilà un peu les grands objectifs qu'on a envie de travailler sur ces goûters. Donc concrètement, comment ça se passe? On essaie de mettre en place des petits groupes. Donc là, vous avez dit qu'on a à peu près une trentaine d'enfants. On est donc de 0 à 18 ans. Ce groupe-là de goûter philo, on essaie de le mettre en place pour les enfants de fin de maternelle jusqu'à fin de l'école primaire. Et de fait, on essaie de faire des groupes qui sont homogènes en âge, parce que les problématiques des plus âgés ne sont pas forcément les mêmes des problématiques des plus jeunes. On se retrouve donc avec des groupes entre 4-5 enfants de même âge, et ce qui est plus facile aussi pour la gestion du groupe pour les intervenants. Et voilà. Donc, c'est des groupes qui vont se réunir une fois par mois, à tour de rôle. Enfin, ça veut dire que chaque groupe a son groupe de goûter philo une fois par mois. Les intervenants, on a fait appel à la psychologue parce qu'on trouvait très intéressant qu'elle puisse être là et d'avoir un regard complémentaire à nous en général. Donc, c'est une JE qui est présente avec la psychologue. Et on essaie de garder ce binôme toute l'année. Ça nous semble cohérent et important pour les enfants d'avoir ces repères-là de professionnels, tant dans leur repère de mise en confiance pour libérer la parole, mais aussi pour que les intervenants ils puissent avoir un vrai suivi sur ce qui va se passer tout au long de l'année par rapport à ce que les enfants vont amener ou les activités sur ces temps-là qui vont être proposées. Voilà, et effectivement, on essaie d'être toujours dans la même pièce, toujours dans cette idée de conserver des repères et de mettre en place quelque chose de sécurisant pour les enfants. Parce qu'effectivement, dans les violences conjugales, la sécurité, forcément, de fait, c'est quelque chose qui est très mal mené. Avant de mettre en place ces groupes, on fait une petite information aux mamans. Parce que c'est indispensable d'avoir leur accord pour que leur enfant puisse venir aussi de façon sereine et qu'elles se sentent aussi en sécurité par rapport à ce groupe-là. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des mamans qui sont inquiètes sur qu'est-ce qui va se dire à ce moment-là. Est-ce que les enfants vont livrer des choses qu'elles ne souhaitent pas que les enfants livrent? Enfin, c'est un temps qui va permettre de répondre à leurs interrogations et de les rassurer pour que les enfants, encore une fois, puissent venir de façon autorisée par leur maman et du coup autorisée dans ce qu'ils vont vouloir dire. Ce qu'on explique aussi aux mamans, c'est que ce qui va se dire dans le goûter philo ne va pas forcément leur être transmis, dans la mesure où il nous semble important qu'il y ait une espèce de confidentialité tout de même, parce qu'il y a des choses que les enfants vont avoir du mal à livrer à leurs parents, on le sait, hein, et c'est important aussi qu'ils puissent avoir une écoute d'un adulte sur ces temps-là. Après, il y a quand même une limite à ça, c'est que si dans ce que va dire l'enfant, il y a des choses qui nous semblent qui pourraient le mettre en danger ou mettre en danger la situation familiale, enfin voilà, et on a quand même un juste milieu. À ce moment-là, on va pouvoir peut-être en parler avec la maman d'une façon ou d'une autre. Mais le principe de base, c'est quand même que ce temps soit confidentiel et que ce qui se dit au niveau du goûter reste au niveau du goûter. Donc voilà, donc ce temps est important auprès des mamans pour qu'elles sachent comment ça se passe. Elles savent aussi que sur ce temps-là, c'est vraiment un temps, donc on leur explique ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est un temps de parole pour les enfants qui vont pouvoir amener ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, qu'il y aura l'intervention de la psychologue et de l'éducateur, enfin voilà, on reprend un petit peu tout ça. Alors, chaque enfant, à chaque fois, va recevoir tous les mois donc, son invitation personnelle à ce goûter pour, encore une fois, l'ancrer vraiment en tant que lui, en tant que personne dans l'institution.
Donc voilà, il va avoir son invitation personnelle et puis on a aussi un petit affichage pour que les mamans soient bien au courant qu'il y a goûter philo et que les enfants sont cordialement invités à y venir, en tout cas par petits groupes. Donc c'est des groupes qu'on fait sur toute l'année scolaire, on fait une pause en été et on recommence donc en septembre. Donc le premier goûter, en général, il a pour vocation d'expliquer aux enfants pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on va y faire. C'est vrai que le fait d'avoir ce petit goûter qui va durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes, c'est 1 heure de temps. Je ne vais pas préciser, mais c'est des goûters qui durent 1 heure en général, qui peuvent aussi être adaptés en fonction de la dynamique du groupe. On a pu diminuer sur certains groupes parce que trop compliqué pour certains enfants ou enfin voilà, on peut adapter ça. En tout cas, sur le principe, c'est 20 minutes de goûter qui vont permettre de s'investir de façon conviviale. Enfin voilà, on sait tout à chacun que c'est quand même agréable après l'école d'avoir ce petit goûter-là et de commencer à libérer la parole de façon que ce soit pas non plus trop formalisé. Ça reste des enfants et c'est un outil aussi, ce petit goûter-là, pour les faire venir et pour les accueillir de façon agréable. Donc, on met en place ce petit goûter. Et sur le premier temps, ça va être d'expliquer donc ce que je vous ai dit, le fonctionnement de ce que ça va leur amener aux enfants, mais aussi de définir un nom pour leur petit groupe. Donc, c'est une première étape où les enfants vont pouvoir échanger entre eux, apprendre à se connaître, et c'est une première négociation et apprendre à écouter l'autre aussi sur quel nom on va se donner. De la même façon, on va mettre en place le règlement entre guillemets, de ce temps-là, avec des choses de base, on s'écoute, on se respecte, mais c'est important que ce soit fait avec les enfants sur ce temps-là. Ça peut être pour les plus grands quelque chose qui va être écrit, pour les plus petits, ça peut être aussi sur des supports, des symboles, des images, voilà, pour que ce soit entendable aussi pour les plus jeunes. Donc, ça, c'était le premier. Et les fois d'après, ça va vraiment être sur ce principe-là. Donc, les intervenants, en général, vont toujours préparer un outil support sur le travail autour des émotions. Donc, ça va être… alors après, ça, c'est libre à chacun de créer ses outils, d'aller en pêcher dans ce qui existe. Mais ça va être le jeu des émotions, que peut-être que vous connaissez, qui est un super jeu de société en lui-même. Ça peut être créer aussi des photolangages, ça peut être du travail autour du dessin, ça peut être du jeu de rôle sur la découverte des émotions, la reconnaissance. Enfin, c'est vraiment pour les mettre en mouvement et d'avoir des outils. Enfin, voilà, encore une fois, le jeu est un outil indispensable sur ces temps-là. Alors, le jeu activité créatrice, le jeu collaboration, le jeu théâtre, le jeu mise en mouvement du corps. Enfin, voilà. Donc, il y aura toujours un petit outil qui sera prêt. Mais c'est vrai que le temps du goûter en lui-même va permettre aussi aux enfants de faire émerger certains sujets. Ça va être qu'est-ce qui s'est passé à l'école, je me suis disputée, ou dans le bus, qu'est-ce qui s'est passé, ou un tel est parti, un tel est venu. Ah tiens, ce week-end, j'ai vu papa. Enfin, et les intervenants vont aussi se saisir de ça pour pouvoir à chaque fois revenir un petit peu sur qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'entendent et comment ils échangent entre eux par rapport à tout ça. Donc, il y a toujours un outil de prêt dans la cohérence avec ce qui a pu être déjà dit sur le mois d'avant ou dans ce que les intervenants ont repéré pour continuer à accompagner sur les besoins spécifiques de ce petit groupe. Mais il y a aussi cette ouverture de s'il y a un sujet qui émerge naturellement des enfants, il va être pris et traité pendant les 3 quarts d'heure qui restent. Voilà. Donc ça, c'est ce goûter philo, c'est quelque chose qui est au sein du foyer maintenant depuis à peu près 5 ans. Pour en faire une petite évaluation pour terminer. Et c'est vrai que les enfants sont très preneurs de ce temps-là. Ils sont en attente de pouvoir avoir ce temps de parole pour eux. On a très peu de mamans qui refusent que leur enfant y aille parce que voilà, c'est un temps qu'elles peuvent comprendre, acceptable pour leurs enfants. Après, c'est aussi un outil si les mamans ne veulent pas y aller, c'est aussi représentatif de quelque chose qui pourra être travaillé avec la famille. Mais en général, voilà, on n'a que des adhésions sur ce projet et on se rend compte au fil du temps sur l'année que les enfants vont pouvoir, que ça va être porteur, qu'il y a des émotions qui vont être repérées, que sur d'autres temps, au-delà du goûter philo, sur les temps d'activité individuelle qu'on va pouvoir mettre en place avec les enfants, on va pouvoir sentir qu'il y a des choses qui émergent ou dans le lien avec la maman. Enfin, voilà. On a cette évaluation-là de trouver que ce temps est porteur et apprécié vraiment par les enfants. Donc,
on y croit. Et si c'est quelque chose qui peut servir sur d'autres structures, c'est vrai qu'il y a, on a pu entendre sur d'autres webinaires, il y a effectivement ces conseils de vie sociale pour les enfants qui sont faits un petit peu de façon similaire, mais qui finalement sont plus larges. Nous, c'est vrai que ce travail du goûter philo, il est essentiellement porté sur le travail autour des émotions, qui est très malmené en tout cas auprès de ces enfants-là, et qui, le jour où justement ils reprennent en main un petit peu tout ça et qu'ils ont reconfiance en eux-mêmes et en le repérage de ce qu'ils vont avoir envers l'autre, ce sera très porteur et hyper important pour la suite de leur bien-être dans leur vie à suivre. Voilà, j'espère avoir été claire et n'hésitez pas à poser des questions sur ce projet-là ou d'autres. Voilà. Et on fait aussi sur les ados de façon un peu différente, mais voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça a été. Parfait, merci beaucoup. C'était vraiment très, très éclairant et très concret. Et c'est vrai que ça représente bien aussi le point de départ qu'on s'est donné dans l'élaboration de ce guide, qui était vraiment de partir aussi autour de l'enfant et de ses besoins, sachant que dans le cadre de ce guide, voilà, on a repéré 6 grandes catégories de besoins que sont l'habitat, donc les conditions d'hébergement et de logement, la scolarité, la sociabilité, la santé, bien sûr, mais aussi le lien entre parents et enfants et la protection contre toutes les formes de violence. Et donc, l'idée du guide, c'est effectivement d'apporter des ressources par rapport à ces différents besoins et aussi, comme viennent de le faire Laure et Vanessa, de présenter des actions. D'ailleurs, ces 2 actions, vous les retrouverez au sein du guide, on les détaille. Vous aurez aussi le contact du foyer du Léman que vous retrouverez dans le guide. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir exposer ces différentes activités pour soit pouvoir les reproduire, soit en inspirer d'autres. Et dans ce qu'on a entendu, il y a aussi le facteur de l'organisation des structures, parce que comme je vous le disais dans le guide, on a voulu, au sein du groupe de travail qu'il a élaboré, aussi rassembler différents types de structures. Le foyer du Léman, c'est un CHRS. On entend qu'il y a une organisation spécifique avec beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants qui sont présentes, un taux d'encadrement qui est assez élevé et qui permet aussi la mise en place d'un certain nombre d'activités et ce soutien qui peut être apporté aux enfants et aux familles. Et donc, on voulait aussi évoquer un autre contexte qui est celui de l'hébergement à l'hôtel. On sait qu'aujourd'hui, c'est le cas d'énormément de familles qui sont hébergées et qui ne peuvent pas nécessairement être accueillies au sein de structures d'hébergement classiques type centre, parce que beaucoup de centres ne sont pas nécessairement adaptés pour l'accueil et l'accompagnement des familles. Et de fait, beaucoup de familles se retrouvent donc hébergées à l'hôtel. Et donc, pour nous évoquer un peu ce contexte et des choses qui ont pu être mises en place pour essayer justement d'accompagner et de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, malgré justement des conditions d'hébergement qui sont complexes. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui plusieurs membres de l'équipe du SAMU social de Paris et notamment donc du pôle hébergement et réservation hôtelière qui vont pouvoir évoquer avec nous ce contexte et évoquer avec nous les actions qu'ils ont pu mettre en place pour essayer justement de répondre à ces conditions, aux besoins qui peuvent émerger et notamment dans ces conditions d'hébergement qui sont tout à fait particulières et qui ne permettent pas, on le sait, de garantir aussi une réponse toujours satisfaisante aux besoins des enfants et de leurs familles. Donc, je donne la parole. Alors, je vous laisserai voir qui la prend en premier, mais on accueille avec nous donc Delphine Amiache, Stéphanie Lerondeau et Philippe Baudassé. Alors, je vous en prie, qui se lance? Delphine, je t'en prie. Non, c'est Steph, tu m'avais dit que c'était toi qui commençais. Parfait. Voilà mon micro, pardon, excusez-nous. Donc, le pôle hébergement travaille aujourd'hui pour l'ensemble des SIAO d'Île-de-France
Et effectivement, l'hébergement en hôtel est devenu malheureusement un recours très très important avec toutes les difficultés que Maëlle évoquait en termes d'exiguïté et puis du coup de difficultés de vie en communauté. Brièvement, pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente aujourd'hui l'hébergement sur l'Île-de-France, nous hébergeons 58 000 personnes sur 850 hôtels en moyenne. Ce chiffre varie beaucoup, surtout après l'année écoulée de Covid où nous avons intégré quasiment 200 hôtels supplémentaires sur l'année 2020 du fait que l'activité touristique était terminée et qu'il a fallu qu'on héberge beaucoup plus de personnes. En termes d'enfance, du coup, on a 26 270 enfants aujourd'hui pour 31 700 adultes. Voilà, on a pour accompagner ces familles dans notre structure à nous. Alors en fait, on est hébergeur. Notre rôle à nous, Pôle Hébergement, c'est hébergeur. Alors c'est vrai qu'on est rattaché au SAMU Social de Paris puisque c'est une mission qui a été créée par le SAMU Social de Paris à l'époque. Aujourd'hui, c'est une entité qui fonctionne indépendamment du SAMU Social, même si on reste sous la tutelle du SAMU Social de Paris. Notre activité, elle est vraiment dédiée à l'ensemble des acteurs d'Île-de-France qui nécessitent un hébergement d'urgence et qui nous sollicitent pour leur famille. Donc, concrètement, nous, notre activité, elle est d'héberger, donc de faire des réservations, de chercher des hôtels. C'est une mission qu'on fait en continu. On a des équipes dédiées à ça, des prospecteurs, et on contractualise avec ces hôtels. On a une charte hôtelière qui est notre base de travail, qui a été mise en place lorsque le service a été créé afin de structurer cet hébergement qui était fait de manière un petit peu légère entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on cherchait, c'était de la mise à l'abri surtout, hein, ce qu'elles souhaitent tous à la base, faire de la mise à l'abri à tout prix. Et on s'est aperçu malheureusement qu'on avait affaire à des marchands de sommeil. Il y a eu malheureusement des événements tragiques comme l'hôtel Opéra qui ont mis en lumière la nécessité de structurer cette typologie d'hébergement et de l'accompagner, de le faire proprement. Donc voilà, il y a une charte qualité qui impose des minimums d'événements à faire, de prestations pardon à assurer. Et nous avons des équipes au quotidien qui assurent le suivi de ces établissements et des familles qui y sont hébergées. Nos secteurs sont divisés en 5. Nous avons le 75, le 93, le 92-94, le 78-95 et j'en ai oublié, le 77-91. Bref, on a 5 secteurs. Ces équipes sont gérées par un chargé de secteur dédié qui lui-même a des intervenants terrain. En général, ils sont en moyenne 4 à 6 intervenants terrain qui sont en charge exclusivement de la qualité de l'hébergement. Donc, ils vont contrôler tout ce qui est sécurité, literie, le nuisible, la moisissure, enfin voilà, ces choses redondantes qu'on connaît tous, et s'assurer que l'hôtelier agisse et continue à entretenir son hôtel avec soin. Et nous avons des médiateurs, pareil, qui sont en moyenne entre 4 et 6 selon les secteurs. Les médiateurs qui vont intervenir soit sous forme de médiation globale et aller à la rencontre de l'ensemble des ménages pour voir comment se passe la vie à l'hôtel, et dans la commune, ou voilà, s'il y a des difficultés d'accès à certaines prestations, et puis qui vont régler également tout ce qui est signalement reçu et des hôteliers et des prescripteurs sur des problèmes de comportement, de relations entre les hôteliers et les familles, entre familles, enfin voilà. Nos missions s'arrêtent à cette intervention sur l'hébergement. On est cadré sur l'hébergement et on passe le relais ensuite. On alerte soit le travailleur social qui suit cette famille, soit également le prescripteur. On travaille pour le prescripteur, donc le SIAO qui oriente cette famille, et on fait le lien avec le travailleur social, la plateforme d'accompagnement social qui est en charge du ménage, afin de les alerter sur les différentes difficultés qu'on pourrait nous constater sur le terrain. Voilà en gros. On peut vous donner des chiffres après par département si vous le souhaitez. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres bêtement comme ça, sachant que ça vous intéressera peut-être pas. Mais n'hésitez pas, s'il y a besoin de rentrer dans le détail et s'il y a des questions sur les chiffres, ils sont là. Voilà. Je vais passer la parole à Delphine sur peut-être le détail des prescripteurs justement pour lesquels nous travaillons et comment on fonctionne. Merci Steph. Donc du coup, les 58 000 personnes qu'on héberge à l'hôtel ne s'adressent pas directement à notre service pour être hébergées, mais effectivement,
passe par les différents SIAO franciliens. Donc notre service existe depuis 2007 et au départ, on hébergeait les familles qui faisaient appel au 115 de Paris et petit à petit, on a hébergé donc les familles qui faisaient appel au 115 du 77, du 93 et suite à une demande de l'État, nous avons terminé la régionalisation des nuitées hôtelières. Et du coup, on a intégré les nuitées du SIAO 78, 95, 91, 92 et 94 qu'on vient de finir au mois de février. Donc, les familles, pour avoir une image du circuit d'une famille, elle fait appel à un 115 sur le territoire où elle est. Par exemple, elle appelle le 115 sur le 93. Le 115 du 93 va nous faire à nous une demande d'hébergement et notre service va donner l'orientation au 115 du 93 qui va transmettre cette orientation à la famille. Donc, on héberge à la demande des 8 SIAO franciliens et également à la demande de la CAFDA, qui est la coordination d'accueil des familles demandeuses d'asile sur Paris, et également à la demande de nos tutelles suite à des évacuations de squats, les expulsions locatives. Les familles, donc, ce sont pour nous des prescripteurs et depuis octobre 2020, il y a eu également la mise en place des plateformes d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel, qui n'existaient pas forcément avant. C'est-à-dire qu'une famille qui fait appel au 115 de Paris, qui est hébergée en dehors de Paris, par exemple sur le 78, alors pas au début de sa prise en charge, mais elle va être mise sur une file d'attente, va pouvoir bénéficier d'un suivi par la plateforme d'accompagnement des ménages à l'hôtel. Il y a eu un appel d'offres donc de l'État pour porter ces plateformes d'accompagnement. Sur le 78, donc ce que nous on appelle la PACH, c'est les plateformes d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel. Le 78, le 91, c'est la Croix-Rouge qui porte cette plateforme d'accompagnement. Pour Paris, c'est le SAMU social de Paris. Pour le 91, c'est la Croix-Rouge. Le 77, c'est Equalis. Le 95, c'est l'association Espéré. Et je crois que j'ai fait le tour des 8 départements. Donc voilà un petit peu pour définir le contexte de prise en charge des familles à l'hôtel. Et puis ces familles, oui, effectivement, on a des équipes qui vont sur le terrain rencontrer les familles pour voir comment ça se passe au sein de ces hôtels. Je vais laisser après mon collègue Philippe, qui est sur le mieux vivre à l'hôtel, qui met en place avec son équipe des activités au sein de ces hôtels, puisqu'effectivement, des familles de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes au sein des chambres d'hôtel. Alors, on a des superficies minimum à respecter, mais l'intimité, le respect de chacun, l'intimité de chacun est difficile à respecter et le fait d'organiser des ateliers, même des sorties, permet aussi aux familles et aux enfants de respirer et de voir aussi autre chose que les 4 murs de leur chambre d'hôtel. Merci Delphine. Bonjour, donc Philippe Bodassé, responsable de la mission Mieux vivre à l'hôtel, même si l'ensemble des métiers de notre service ont pour vocation à améliorer les conditions de vie de façon un peu plus évidente et au regard de 2 constats que je pense nous avons tous fait et nous faisons tous autour de cette table ronde virtuelle. C'est que d'une part, l'hôtel est aujourd'hui, bon gré mal gré, devenu un lieu de vie. On y passe en moyenne plus de 2 ans et demi ou 3 ans en moyenne. Et deuxièmement, que l'hôtel n'est pas un lieu fait pour vivre sur le long terme. Donc, au regard de ce constat, un certain nombre d'actions sont menées au quotidien en essayant d'y associer à la fois, bien sûr, du mécénat, puisque ce sont des actions uniquement financées par des sociétés privées. D'autre part, l'ensemble des acteurs, que sont les prescripteurs de nuitées, bien sûr, les travailleurs sociaux, les familles elles-mêmes, et puis, bien sûr, les structures locales, associatives, les maisons de quartier, les CCAS et les différentes structures. Nous avons défini avec les usagers un certain nombre de
chantiers pour lesquels, d'ailleurs, vous avez déjà exprimé les grandes lignes tout à l'heure, à savoir cette amélioration très concrète des conditions de vie à l'hôtel. Ça va être souvent des ateliers de cuisine au micro-ondes pour l'alimentation, ça va être la formation des équipes hôtelières pour qu'elles accueillent le public avec beaucoup plus d'attention. Ce seront encore des actions dans le domaine de l'école et de la pédagogie, autour de soutien scolaire, d'accès au numérique, j'y reviendrai, de tutorat pour les adolescents, de la parentalité de la famille, avec parfois des lieux d'accueil enfants-parents au sein même des hôtels. C'est tout ce qui concerne le sport, les loisirs et la culture, dans lesquels il y a encore beaucoup à faire et qui peuvent donner des temps de respiration à l'ensemble des enfants notamment. Ce sont des mini-camps des activités. On a un partenariat qui s'amplifie avec les scouts et guides de France notamment, où après un camp d'été, plusieurs enfants ont accepté, plus d'une vingtaine à l'heure actuelle, de poursuivre les activités au long de l'année avec cette pédagogie, en trouvant eux-mêmes leur place dans cette pédagogie un peu plus globale. C'est tout ce qui concerne évidemment l'éducation à la santé, et puis bien sûr l'intégration territoriale et les politiques de la ville, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire avancer, notamment la façon d'habiter son quartier, de se repérer dans les différents lieux ressources autour de l'hôtel. Peut-être je pourrais donner 2 exemples, on pourrait en évoquer davantage, mais le but des actions du mieux vivre à l'hôtel, c'est nous sommes un petit laboratoire. Nous allons chercher de l'argent, nous allons chercher des acteurs, nous allons faire de l'ingénierie de projet avec les usagers pour savoir de quelle façon on peut mettre en place des activités avec les enfants eux-mêmes, pour des ateliers ludiques, des ateliers sportifs, des ateliers éducatifs. L'idée, c'est que la personne rencontrée retrouve confiance en elle-même, parce que cette expérience fondamentale pourra se décliner dans n'importe quel domaine de sa vie. Et donc, on aperçoit, et c'est, je pense, une réussite pour tout le monde, que des aidés deviennent à leur tour aidants, notamment, par exemple, sur le fait de se repérer dans le quartier, des familles qui sont là depuis un peu plus longtemps dans ce quartier-là, acceptent de faire partie aussi des bénévoles, avec d'autres bénévoles associatifs, pour faire visiter le quartier, les lieux ressources, à d'autres familles. Voilà, donc c'est un cercle vertueux où chacun essaie donc d'évoluer. Peut-être deux, trois projets plus spécifiques pour les enfants, que sont le développement de goûters d'anniversaire dans des restaurants solidaires. C'est un événement à la fois simple et tellement important pour des parents de pouvoir offrir à leur enfant un goûter d'anniversaire, que l'enfant puisse inviter ses camarades comme d'autres le font, d'avoir un lieu dédié à lui, ce qu'une chambre d'hôtel évidemment ne peut pas offrir. C'est encore la numérique académie. Alors c'est propre à Paris pour le coup pour l'instant, à titre de modélisation, avec l'association Montmartre, où on tâche effectivement de proposer un accompagnement numérique en étant attentif aux dangers du numérique, que le numérique serve à l'avenir des jeunes, et puis bien sûr que ce numérique ne serve pas à la fracture intergénérationnelle qui est déjà suffisamment marquée à beaucoup de points de vue, et donc que les parents soient pleinement impliqués dans cette dimension numérique. Je parlerai aussi peut-être de Magic Place, qui est un joli dispositif tenu par Chemin d'Enfance, qui lui est plutôt comment dirais-je, déployé sur la petite et grande couronne, c'est-à-dire dans des lieux où les structures associatives sont peut-être les moins nombreuses, et qui, à travers le jeu et l'animation de l'espace commun dans l'hôtel, arrivent à faire évoluer les relations humaines, à permettre à l'enfant aussi, devant un parent qui souvent est stressé par sa situation, parfois ce sont des familles monoparentales, donc de pouvoir respirer un petit peu, d'avoir par le jeu ce temps de gratuité, ces rapports humains un peu différents, l'apprentissage du jeu personnel puis du jeu collectif, et une façon d'habiter un peu différemment le lieu de vie. Donc tout ce travail se fait évidemment en étroite collaboration et de plus en plus avec, je l'ai dit, les structures associatives locales, bien sûr en lien avec les travailleurs sociaux des familles, et puis avec les équipes hôtelières qui apportent le concours, qui peut être effectivement assez variable, mais dont on espère en tout cas qu'il soit le plus efficient possible. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, n'hésitez pas à poser vos questions, un grand merci. Merci beaucoup à vous. C'était effectivement très intéressant d'avoir voilà, cet exemple aussi de cette mission, bien que, comme vous le disiez, hein, l'ensemble du service
a vocation à améliorer les conditions d'hébergement et de vie des personnes qui sont orientées vers les hôtels et qui passent plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, intéressant de voir comment vous accompagnez, comment vous construisez aussi ces partenariats et vous essayez de les amener vers les hôtels et inversement d'amener les familles aussi vers l'extérieur et vers ce qui peut exister sur les territoires dans lesquels elles résident. Alors, du coup, pour finir un peu ce panel de présentation et d'intervention, on voulait aussi faire intervenir Stéphane Acesa, qui est donc le coordinateur national du programme Respiration, et ça fait écho d'ailleurs à ce que vous disiez, Philippe, vous avez plusieurs fois utilisé ce terme, et ce programme Respiration a été créé assez récemment par trois associations, fédérations, que sont donc la Fédération des acteurs de la solidarité, Culture du cœur et les Petits Débrouillards. Mais je n'en dirai pas plus et je laisserai Stéphane prendre la main pour présenter ce programme et en quoi il a été pensé et comment il est mis en place pour justement apporter aussi un accompagnement, notamment aux enfants et familles qui peuvent être hébergés et accompagnés au sein de notre réseau et au-delà. À toi, Stéphane. Merci Maëlle pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai quelques soucis techniques. Donc le programme Respiration, il est né en 2019, une rencontre, comme disait Maëlle, entre la Fédération des acteurs de la solidarité, les Petits Débrouillards et Culture du cœur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Petits Débrouillards, c'est un premier réseau d'éducation populaire qui utilise l'activité scientifique auprès des jeunes comme moyen de développement d'esprit critique par le fait d'essayer, de répéter, etc. et d'activités de loisirs, de sensibilisation dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi dans les écoles, et là, grâce et via le programme Respiration, dans les structures d'hébergement d'urgence et auprès des personnes dans le cadre de dispositifs d'accompagnement au logement. Et nous avons aussi Culture du cœur que je pense un certain nombre connaît grâce au relais culturel dans vos structures, qui est aussi un réseau de médiation culturelle en proposant par exemple des invitations auprès d'institutions culturelles comme les théâtres et les musées pour organiser des visites et des sorties, toujours avec une médiation. Et la fédération, bien sûr, vous connaissez. Et donc, cette rencontre, ça a amené à avoir des différents territoires qui se sont investis sur ce programme. Donc, nous avons Respiration en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en Pays de la Loire, en région Sud-PACA et à La Réunion. Donc là, c'est vraiment des régions très engagées dans le programme, mais il est en train de se développer aussi dans le Grand Est, dans le Haut-Rhin et en Bourgogne-Franche-Comté. C'est au tout début, mais ça augure de très bonnes choses. Donc, l'idée du programme Respiration, c'est de réaliser une médiation culturelle, artistique, scientifique et sportive, quand cela est possible, dans le champ social, auprès plus particulièrement des enfants, des jeunes et des familles. Les jeunes peuvent être aussi des jeunes isolés ou des enfants isolés, mais moins de 30 ans. C'est le public, on va dire, cible du programme Respiration. Et donc, pour vous citer des exemples, parce qu'il n'y a rien mieux que des exemples pour mieux comprendre ce qu'est Respiration, nous avons les différents projets qui ont été présentés par le SAMU social de Paris et aussi le foyer du Léman peuvent être une action de médiation culturelle, artistique et scientifique auprès des personnes qu'ils accompagnent. Et la particularité du programme Respiration, c'est d'adjoindre la démarche de Culture du cœur et celle des Petits Débrouillards. Et donc, on a des projets qui mêlent les deux. Par exemple, à Paris, avec le CHU Parmentier, il y a des sorties patrimoniales qui sont organisées, comme au Jardin des Plantes. Et lors de la visite au Jardin des Plantes, où on raconte la création du jardin, par quoi il est composé, etc., eh bien, il va y avoir à un moment donné un intervenant scientifique qui va intervenir et échanger avec les jeunes et les enfants, et les familles et les parents qui sont là aussi, sur, par exemple, il y aura un spécialiste sur les araignées qui sera là, ou sur les plantes, pour expliciter comment, d'où ils viennent, etc., et répondre aux questions des enfants, la curiosité qu'ils ont. Nous avons aussi un projet qui a eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes avec les Petits Débrouillards et Culture du cœur, toujours, où, porté par les Petits Débrouillards, il y a eu des activités de découverte de la biodiversité avec des sorties en forêt, en nature. On va découvrir le vivant, on va aller à la rencontre avec des petits objets qui sont une sorte de loupe
pour voir les insectes. Et il va voir après une intervenante artistique qui va faire de l'aquarelle à partir de feuilles, à partir de ce que les enfants ont vu des insectes. Et donc, il va avoir des activités qui vont vraiment mélanger les deux. Donc, c'est vraiment l'esprit du programme respiration. Il y a aussi à savoir, dans le cadre du programme respiration, qu'il y a une proposition auprès des travailleurs sociaux de se sensibiliser à ce type de médiation grâce à un parcours de sensibilisation à la médiation culturelle, artistique et scientifique dans le champ social. C'est gratuit. Les prochaines sessions commenceront en octobre de cette année. Vous aurez toute la communication sur le futur site respiration.org qui va sortir fin juin. Donc ça, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est très intéressant. On a eu toujours de très bons retours des travailleurs sociaux qui, pour la plupart, disaient c'est excellent d'avoir pu être sensibilisé à cette démarche parce que ça m'a permis d'avoir les outils, le recul pour pouvoir monter des projets, proposer des actions avec les familles parce que l'idée, c'est de vraiment co-construire avec les personnes accompagnées des projets, des actions, et donc la sensibilisation leur a donné ces éléments-là, et aussi en rapport avec leur direction, leur chef de service, pour pouvoir mieux échanger sur ce sujet et les sensibiliser à leur tour, ainsi que leurs collègues, pour pouvoir voir cette médiation comme un élément de soutien, d'accompagnement auprès des personnes qu'ils ont à leur charge, si je peux me permettre, et aussi de voir que c'est un formidable outil d'automisation et d'émancipation. Pour permettre et soutenir des actions qui peuvent se réaliser grâce et via le programme Respiration, il a été mis en place un fonds de soutien. Donc, il est tout à fait possible de demander un cofinancement au programme Respiration pour réaliser vos projets. Même si vous êtes en dehors des régions du programme Respiration, il est possible de faire appel à ce fonds. Donc, comme je disais, en cas d'un cofinancement, si c'est bien sûr un projet de médiation. Donc, toutes les informations, là, en ce moment, sont sur le site internet de la Fédération de la Solidarité et prochainement sur le site internet de respiration.org. Et je vais parler aussi pour mon collègue Jean-Sébastien Deston, qui a, lui, le rôle de vous accompagner pour solliciter le dispositif de chèque vacances, parce que malheureusement, il est en train justement d'étudier des demandes en ce moment même. Donc, les chèques vacances, c'est la possibilité, une possibilité double. Une première, la basique, c'est de faire un séjour pour des familles ou des personnes seules. Donc, il faut juste qu'il y ait une nuitée et les chèques vacances va prendre en charge le logement, l'hébergement, la nourriture et l'activité culturelle ou scientifique ou de loisirs si la structure, l'organisation qui propose la sortie puisse accepter les chèques vacances, si c'est ANCV compatible. Il faut qu'il y ait juste une nuitée. Alors, il y a d'autres aussi critères. Il y a besoin d'un cofinancement de la structure et une participation financière à la hauteur des moyens de la personne qui fait la demande. Et il y a aussi donc une autre porte d'entrée pour les chèques vacances qui est très intéressante, c'est les sorties, l'excursion à la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuitée, il y a juste une sortie avec un repas s'il y a besoin, un transport, voilà, c'est le mot que je cherchais, et l'animation. Si par exemple, vous souhaitez organiser une sortie en ville, ce que disait tout à l'heure Philippe comme projet de se réapproprier la ville, d'aller à la rencontre d'un espace dans lequel on ne se sent pas forcément à l'aise. Je ne sais pas, vous pouvez très bien avec eux leur proposer, s'ils sont intéressés, de faire un tour en train touristique dans la ville. C'est aussi un moyen très ludique d'approcher la ville. Si le train accepte les chèques vacances, vous pourriez organiser une sortie collective via les chèques vacances. Là, le principe est le même. Vous, travailleur social, participez à l'organisation de ce projet, à faire monter ce projet avec les personnes, et vous faites la demande à vacances au pluriel @fédérationsolidarité.org pour demander à mon collègue Jean-Sébastien Deston si ce type de projet peut bénéficier des chèques vacances. Et après, vous pouvez financer le transport et le repas. Pour terminer là-dessus, et faire le lien avec le programme Respiration, c'est que le programme Respiration, je vous disais, il pouvait permettre un cofinancement via le fonds de soutien. Eh bien, l'année dernière, il y a une sortie qui a été organisée par un CHU, Aurore, à Bagnolet, au bord de la mer, à Étretat. Et donc, ils avaient besoin d'un surveillant de baignade aussi. Donc, les chèques vacances ont pris en charge
le transport et la nourriture, et le cofinancement via le programme de respiration, le surveillant de baignade. Donc, vous voyez, tout est possible. Il faut juste nous demander, se renseigner pour qu'on puisse après vous permettre et vous soutenir dans votre démarche. Et pour rappel, programme de respiration, donc un outil de médiation culturelle, artistique et scientifique dans le champ social via Culture du Cœur et les petits débrouillards. Donc, je vous invite dans votre région, sur votre territoire, à aller à leur rencontre, car ils sont sensibilisés au programme de respiration, ils sont aussi acteurs, pour pouvoir réaliser ce type de projet. Voilà. Merci en tout cas, Maëlle, pour l'invitation, pour participer à ce webinaire et d'avoir pu partager le programme de respiration aussi via le guide. Merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, hein, l'objectif, c'était aussi de vous présenter différents types d'actions et aussi de soutien financier qu'il est possible de solliciter. Et donc, ces deux actions autour du programme respiration avec toutes les actions qui peuvent être organisées, mais aussi le fonds de soutien qui peut être sollicité et le partenariat que la Fédération des acteurs de la solidarité a noué avec l'Agence nationale des chèques vacances pour favoriser les départs en vacances sont aussi deux actions qu'il est possible de solliciter pour favoriser cet accès à la culture, aux loisirs, à la science et aux vacances, qui sont aussi des éléments très importants dans la vie d'une famille. Donc voilà, on a terminé un peu cette série d'interventions qui visait à reprendre un peu la logique du guide qui a été publié il y a quelques semaines et qu'on espère, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de le présenter pour que vous puissiez vous l'approprier. L'objectif du guide, c'est que ça soit un véritable outil pour vous. Et vous pourrez y retrouver un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués ce matin. Et donc, du coup, là, on va ouvrir la discussion. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Elles seront prises en compte et on les posera aux différents intervenants. Pour commencer, on avait une question pour vous, Nacera. Quand vous aviez évoqué les difficultés qui pouvaient être rencontrées par certaines familles dans le cadre de l'hébergement, on a vu que ça a fait réagir plusieurs personnes dans le chat et peut-être est-ce que vous pouvez nous indiquer, peut-être nous donner un peu plus d'informations sur la manière dont le défenseur des droits a agi dans le cadre de ces saisines et éventuellement, si vous avez l'information, qu'est-ce qui a été, quel a été le résultat finalement de ces actions, ou nous renvoyer vers les informations si vous ne les avez pas sous la main. Oui, alors par rapport aux questions sur le chat, effectivement, moi ce que je peux vous dire, c'est que nos juristes interviennent au niveau des pôles instructeurs sur la base en fait du cadre juridique lié au droit au logement, qui, je le rappelle, est un droit fondamental et qui est reconnu notamment par la Constitution. Donc, ce droit au logement comprend également le droit à l'hébergement. Donc, c'est ce qui fait qu'on statue également en fait sur des situations relatives à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe, sans abri, hébergées chez des tiers ou vivant à l'hôtel. Et donc, on reçoit effectivement un certain nombre de situations sur les questions d'hébergement d'urgence. Alors, pour les situations que je vous ai décrites tout à l'heure et qui ont été citées dans le guide, je n'ai pas les décisions en tête sur les résultats des actions, mais en général, en fait, dans les grandes lignes, en fait, nos modalités d'action, lorsqu'on est saisi sur ces sujets-là en matière d'hébergement, on a différentes modalités de réponse. Donc, on fait du rappel à la loi, on fait des recommandations aux partenaires, on fait du règlement amiable, notamment auprès des préfets. Et on peut aller également au niveau du contentieux, on peut intervenir au contentieux quand il s'agit d'obtenir un délai avant une étape d'expulsion, par exemple. Donc voilà. Ce qu'il faut, je voulais rappeler aussi, c'est que le défenseur des droits, lorsque le fait qu'un demandeur se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut à lui seul justifier le rejet de sa demande d'hébergement. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais signifier également. Et
sur nos délais de traitement de réponse par rapport à des saisines, c'est assez variable. Ça va dépendre au niveau des cas de figure. Ça peut aller de 2 à 3 mois, mais ça peut être un peu plus long aussi. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre des situations. Et ça va dépendre des territoires aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions. Alors, pour le moment, il n'y avait pas nécessairement d'autres questions qui vous étaient adressées directement, mais merci beaucoup pour ces éléments de précision. On voit qu'effectivement, l'action du défenseur des droits, elle peut être très intéressante par rapport à ce qui peut être mis en œuvre, et ça peut se faire en parallèle aussi d'autres actions par rapport à des situations d'urgence. Mais c'est aussi important finalement que cette institution-là, elle soit informée par le biais notamment de saisines des violations de droits qui peuvent être constatées dans le cadre de votre pratique professionnelle. Donc, c'est un bon réflexe à avoir aussi de penser aux défenseurs des droits quand vous êtes face à ces situations. Donc, merci beaucoup, Nacera. Il y avait une autre question qui s'adressera plus à Laure et Vanessa autour de l'organisation des goûters philo. Alors, vous y avez partiellement répondu sur quelles sont les personnes qui sont présentes, quels sont les professionnels en fait qui sont impliqués dans l'action, mais aussi finalement quand il y a des choses, parce que vous parliez du fait que le goûter philo avait vraiment cet objectif d'une certaine manière de libération de la parole aussi des enfants. Et qu'est-ce que vous en faites aussi quand vous recueillez cette parole? Est-ce que vous avez des exemples en tête de choses qui ont pu se mettre en place? Et peut-être, vous parliez aussi du fait qu'il y a un équilibre à avoir entre des choses qui vont être gardées confidentielles parce que c'est le principe de l'atelier, mais aussi des choses qui vont être source d'alerte et peut-être d'une action ultérieure. Est-ce que ça aussi, vous pouvez nous expliquer peut-être de quelle manière vous gérez la supervision entre collègues et la gestion des situations et l'évaluation de est-ce qu'il y a des mesures à prendre au-delà de ce que vous avez pu entendre dans ce cadre ou dans d'autres cadres? Je vous laisse la parole. Alors, sur le principe, c'est vrai que ce qui émerge aussi, c'est un enfant qui va pouvoir parler d'une situation et qu'un autre va pouvoir faire écho d'un même type de situation, et que ça va être un temps de régulation sur ce moment-là. Sur le temps du goûter philo, les intervenants vont pouvoir un petit peu apaiser les craintes ou mettre des mots sur ce qui a pu se dire, et du coup, c'est un peu l'autorégulation interne au moment du goûter philo. Après, en fonction de ce qui va être dit, ce qu'on vous a évoqué, mais peut-être je vous le répète, en fait, chaque famille a une prise en charge par 2 intervenants, un éducateur spécialisé, un éducateur de jeunes enfants. Et ce qui va être possible aussi de faire, c'est que s'il y a quelque chose de particulier qui va ressortir, on va en faire un retour à l'éducateur référent de cet enfant. Et après, c'est lui, en fonction de son accompagnement global de la famille et de la situation, qui va le traiter, qui va en faire quelque chose. Donc voilà, c'est plus, c'est un peu comme ça qu'on va traiter, je dirais, s'il y a des choses particulières qui sortent. Après, oui, c'est vraiment un peu plus sur le moment où on va pouvoir donner des réponses aux enfants, ou après, ça va être de façon un peu à droite aussi, si effectivement il va falloir en parler avec la maman, d'amener le sujet et puis de voir quel écho ça a, cette problématique de l'enfant qui est ressortie, quel écho ça a auprès de la maman. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi la question de savoir si la psychologue faisait partie du foyer, et effectivement, c'est une psychologue qui intervient, qui est salariée du foyer, qui intervient à 40% sur le foyer. Voilà. Ça répond à la question. Très bien. Et peut-être j'ajouterai aussi une question toujours pour vous, Laure et Vanessa, sur cette question du projet personnalisé pour l'enfant, et peut-être aussi autour
du livret d'accueil. Est-ce que vous avez des exemples en tête aussi de ce qui a pu être mis et discuté avec des enfants autour d'un projet personnalisé et de la différence en fait que vous constatez aussi par rapport justement à quand vous avez véritablement inclus l'enfant, vous adressez à l'enfant, qu'est-ce que vous sentez quelles conséquences vous sentez, quels aspects positifs en fait vous pouvez percevoir vous à votre niveau d'avoir justement cette prise en compte directe de l'enfant, de son individualité et de ce qu'il peut souhaiter, de ses projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, je crois que ce soit moi ou Vanessa, on a toujours travaillé avec le fait que le projet personnalisé il soit mis en place pour l'enfant, donc c'est difficile de faire un avant-après. Après, la différence que je vois moi en tout cas, c'est que vraiment l'enfant, il sent qu'il a sa place à l'intérieur du foyer du Léman et qu'il n'hésite pas à interpeller n'importe quel éducateur s'il en a besoin, que ce soit pour beaucoup de sujets. Moi, là où je suis le plus interpellée alors moi je travaille beaucoup plus avec les petits, donc c'est moins maintenant, mais j'ai travaillé aussi avec les plus grands avant. C'est beaucoup par rapport à la place du papa, puisque c'est quand même une problématique qui est récurrente, notamment au foyer du Léman, vu qu'on accueille des femmes victimes de violences conjugales, des enfants qui ont été témoins ou victimes de violences. Mais leur papa reste quand même leur papa et à la maison, ils ne peuvent pas en parler. Et c'est vrai qu'ils trouvent souvent auprès de nous cette place de pouvoir le verbaliser. Alors, c'est souvent pas tout de suite, mais c'est vrai qu'en passant par le projet personnalisé, on leur laisse aussi cet espace pour pouvoir en parler, pour pouvoir verbaliser ce qu'ils vivent aujourd'hui et comment ils le vivent et pas se retrouver entre leur père et leur mère. Je pense que pour moi, en tout cas, sur ces dernières années, c'est vraiment le sujet qui ressort le plus souvent. Merci beaucoup. Oui, Vanessa, je t'en prie. J'ajouterai aussi une question on a une question sur le fait de savoir si vous avez divisé en tranches d'âge les différents outils que vous avez mis en place, notamment le livret d'accueil. Alors, pour le livret d'accueil, on est en train d'y réfléchir. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Parce c'est vrai qu'on accueille quand même moins souvent des ados et quand on a des ados, on a plus de difficultés à pouvoir engendrer un travail avec eux. Donc, on est en train effectivement d'y réfléchir, de les séparer, d'en faire deux différents. On en a un qui est pour l'instant adapté pour tous, mais on est en train d'y réfléchir et on aimerait pouvoir mettre en place en fait un groupe avec des ados pour pouvoir le réfléchir avec nous. Et juste pour revenir sur le projet personnalisé, c'est vrai qu'on voit une vraie différence aussi quand il y a un projet qui est fait avec la maman pour l'enfant, mais qui est quand même en lien effectivement pour les plus petits, ou quand on prend l'enfant tout seul et on va essayer de voir avec lui quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'il a besoin sur la structure. Mais ce qui est très intéressant finalement, c'est même pas tant le rendu du projet personnalisé, mais ça va être ce temps d'échange avec lui où il va se sentir considéré, où il va se sentir entendu, où après on va avoir des choses, moi j'ai besoin de faire du vélo. Et voilà, c'est très bien. Enfin, on a des petites choses comme ça qui peuvent sortir quand on a un enfant de 6-7 ans qui va vouloir nous demander quelque chose. Mais ça va être un outil support, essentiellement quand c'est l'enfant tout seul. C'est vraiment un outil support à la rencontre avec lui, à le découvrir, à lui faire émerger ses besoins et ses sentiments. Et du coup, ça va être quelque chose d'un peu différent parce qu'on va aussi de toute façon travailler avec la maman parce que c'est important aussi qu'elle ait sa part là-dedans. Il y a vraiment le regard de l'enfant de la maman et notre regard. Et après, avec la maman, on va aller sur des choses un peu plus profondes, sur l'accompagnement à la santé mentale, sur l'accompagnement à la scolarité, enfin, des choses un petit peu plus adultes, mais qui semblent aussi importantes et qui sont complémentaires, en tout cas, sur ce genre de projet. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane, tu souhaitais réagir? Oui. Tout à fait, c'est très intéressant ce que vient de nous partager aussi le foyer Léman et leur approche par rapport aux enfants et le lien aux parents. Dans le programme Respiration, on est accompagné par une agence, l'ARECH, qui réalise l'évaluation du programme. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, ce qu'il en est sorti à travers tous les projets qui ont été faits l'été dernier, en 2020, c'est que les projets de médiation culturelle, artistique et scientifique permettent de renouer le lien parent-enfant, de pouvoir apaiser la relation par la prise de recul entre l'enfant qui va pouvoir participer à quelque chose de créatif, de loisir, etc. La mère qui va avoir du recul
et du temps pour elles, mais pas seulement, c'est aussi permettre aux parents et aux enfants de se retrouver autour d'un autre objet que celui du quotidien, un objet de loisir, de créatif. Et à ce moment-là, on a remarqué vraiment le lien qui s'apaise, une approche différente des parents par rapport à l'enfant. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'élaborer bien sûr, moi je prêche pour ma paroisse, mais on voit bien que les différents projets qui sont présentés ici, de réaliser dans la mesure du possible, bien sûr, des projets de médiation culturelle artistique, avec le soutien du programme respiration ou pas, mais vraiment, ça agit vraiment sur le lien entre la mère et l'enfant, en tout cas entre les parents et les enfants, c'est très intéressant. Merci pour ce complément et peut-être aussi, je reviens quand même à vous, Laure et Vanessa, parce que du coup, vous nous aviez expliqué en introduction que vous étiez organisés, alors avec chaque famille qui a son logement autonome, mais malgré tout en collectif. Alors, sans vouloir vous poser une colle pour des choses peut-être vous n'avez pas forcément réfléchi, mais il y a toujours ce sujet aussi du diffus et du collectif. Comment pour vous, est-ce que, et encore une fois, c'est pas votre contexte, mais comment vous imaginez que ça puisse être aussi reproduit, duplicable dans d'autres peut-être configurations qui sont moins collectives du coup? En fait, il y a des choses qui sont aussi, je pense, qui sont toutes simples. C'est vrai que nous, on est un peu entre le diffus et le collectif parce qu'on est diffus dans des appartements et puis en même temps, elles vivent toutes ensemble dans la structure. Mais ça va être tout simplement d'organiser un pique-nique familial. Enfin, nous, on a la chance, en tout cas, d'être un peu dans les champs, à la campagne. Et voilà, on organise un pique-nique. Chacun amène son propre pique-nique parce qu'on est un peu Covid en ce moment. Mais on partage ce temps-là. Et puis, l'autre jour, on a eu les mamans qui ont fait un match de foot entre elles avec les plus grands des enfants. Elles ont, voilà, on a joué au frisbee. Enfin, c'est des temps qui sont conviviaux. Et nous aussi, on apporte aussi, en tout cas, moi, de l'importance à ces temps partagés, juste plaisir. Je trouve que dans la dimension éducative, c'est tellement important. Enfin, c'est des familles qui ont des passifs qui sont lourds, qui sont dans des vécus, des souvenirs, en tout cas pour les enfants, des choses compliquées, des choses violentes, et de créer, en fait, d'apporter des souvenirs, des temps plaisir, d'échange entre les familles ensemble. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont toutes simples et qui ne coûtent pas d'argent à organiser. Après, ça peut être, si elles n'ont pas d'argent pour amener un repas, ça peut être les systèmes de panier relais qu'on a chez nous, ou les assos qui donnent des repas. La banque alimentaire. La banque alimentaire, voilà, qui peuvent être investis. Après, c'est aussi des autres lieux, effectivement, quand c'est du diffus, c'est se retrouver dans des lieux collectifs comme les ludothèques, comme les bibliothèques. Le support du jeu de société, c'est un outil aussi, comme vous disiez, de partager des temps en famille qui sont constructeurs et qui sont échangeurs, encore une fois, de choses positives sur des jeux de société, de coopération, des jeux ludiques qui ne sont pas forcément dans la confrontation, mais dans retrouver du plaisir ensemble et en famille sur des temps qui sont sympas. Voilà, les ludothèques, on peut avoir des partenariats qui coûtent pas cher. Il y a les lieux, les REAP, les lieux d'écoute parents-enfants, du style la Maison Verte, pour ceux qui connaissent ce système-là en tout cas. Il y a plein de petits lieux qu'on peut retrouver à l'extérieur et qui permettent gratuitement, peut-être pas pour les ludos, mais en tout cas, voilà, sur une sortie dans un champ, une sortie en balade tout simplement, qui peuvent créer du lien et faire émerger des choses sympas entre les familles. Ouais, on a aussi également, on propose un groupe qu'on appelle le groupe parentalité, où on aborde différents sujets autour de la parentalité. C'est les mamans qui amènent le sujet. Et cette année, on l'a aussi en termes de mutualisation, on l'a proposé à un autre CHRS. On a proposé aux familles d'un autre CHRS qui est un CHRS diffus, de participer à ce groupe parentalité, donc de se rendre sur place du coup au foyer du Léman et de pouvoir participer à ce groupe pour justement aussi qu'elles puissent rencontrer d'autres familles, que ce soit pas que les familles de notre CHRS qui animent le groupe, mais que ce soit aussi un autre CHRS autour de la parentalité. Alors c'est pas vraiment en présence des enfants et c'est pas uniquement des activités pour les enfants, mais c'est pour favoriser aussi la parentalité et tous ces sujets autour, quoi. Je me permets juste un petit truc.
J'ai vu qu'il y avait des questions sur les financements et c'est vrai que quand on veut mettre en place des choses pour les enfants, au-delà d'effectivement ces temps pique-nique qui peuvent être gratuits, nous, enfin, c'est pas forcément connu, mais en tout cas, nous, on utilise, je m'excuse du mot, mais on fait appel plutôt très régulièrement à tout ce qui est les associations du type Rotary, Sœurs Optimistes, Kiwanis, Secours Populaire, enfin, toutes ces associations, elles sont en demande limite de pouvoir participer et de pouvoir financer des actions dans les structures. Donc, des fois, on n'y pense pas forcément dans les CHRS, mais c'est une source de revenus pour faciliter ce genre d'intervention. En tout cas. Voilà, c'était juste un petit apport. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ajouterais aussi que enfin, ce qu'on propose aussi dans le guide, c'est déjà un certain nombre de ressources qui sont sûrement pas exhaustives, mais c'est aussi une invitation à réaliser un peu des cartographies au niveau du territoire, parce que il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent exister, notamment un certain nombre qui vont être soutenus par les CAF, par exemple, ou voilà d'autres acteurs qui peuvent être parfois des acteurs privés. Et donc, voilà, ça peut être une véritable ressource de s'atteler à ce travail aussi d'identification, de cartographie autour du territoire, avec justement aussi une identification des dispositifs qui peuvent être soit gratuits, soit à prix très abordable pour effectuer cet accompagnement. On a aussi un autre témoignage dans le chat qui nous indique sur un accueil en appartement diffus de famille, des organisations de temps collectifs dans le jardin, enfin dans un jardin, avec des jeux de partage entre les familles, des braderies. Les familles ont accès au jardin en dehors de la présence de l'équipe et le JE de l'équipe a cette année mis en place un potager. Donc on voit que il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent exister. Peut-être pour revenir sur l'hébergement des familles à l'hôtel, est-ce que voilà, c'est vrai que l'accompagnement on a vu qu'il y avait quelques questions autour du taux d'encadrement, de la fréquence des visites qui pouvaient être réalisées. Est-ce que vous pourriez peut-être l'évoquer un peu à l'oral, nous dire un peu quelle est la nature en fait de cet accompagnement au niveau des familles et puis quel est le lien aussi qui est fait avec le droit commun. Alors on pense au-delà même d'activités spécifiques, mais même parfois l'accès à la scolarité qui peut parfois être complexe. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ces différents sujets? Je ne sais pas qui se lance de nos trois intervenants. Delphine? Alors, ça va être compliqué pour nous d'aborder l'accompagnement. Oui, c'est moi. Ça va être compliqué pour nous d'aborder l'accompagnement social vu que ce n'est pas nous qui le faisons. Ce sont les plateformes d'accompagnement social. On connaît les chiffres parce qu'on travaille en étroite collaboration avec eux. Un TS pour 50 familles. Mais ce ne sont pas nos équipes du SAMU social et de notre service qui accompagnent les familles sur le plan social en tout cas. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet, à part qu'effectivement, ils s'occupent de toutes les démarches administratives pour amener la famille à la sortie du dispositif hôtelier et travailler l'insertion. Et ils travaillent également sur la scolarisation et également sur l'ancrage au sein du territoire et la mise en lien avec toutes les associations qui existent sur un territoire. Merci. Peut-être, du coup, Nacera, je ne sais pas, sur le sujet de l'accès à la scolarité, il y a eu des décisions du défenseur des droits aussi sur des refus de scolarisation. Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement des décisions sur des refus de scolarisation et donc on a fait des rappels à la loi et on a engagé de la médiation également auprès des responsables d'établissements scolaires pour favoriser l'accès aux enfants à ces établissements scolaires. Merci. Donc, effectivement, ça, ce sont des éléments qu'on peut retrouver sur le site du Défenseur des droits. Tout à fait.
Il y a une question pour Stéphane. Est-ce que les personnes qui souhaitent monter des projets qui sont labellisés respiration, est-ce qu'ils sont obligés de passer par le programme, par le parcours respiration, pardon? Non, pas du tout. Le parcours respiration est un outil de sensibilisation auprès des travailleurs sociaux. Donc, comme c'est un outil, il peut être utilisé quand on veut, quand c'est possible pour le travailleur social et lorsqu'il y a de la place, il n'est pas nécessaire. Il est préférable, c'est toujours mieux, parce que ça sensibilise à l'approche des petits débrouillards et à celle de culture du cœur, mais il n'est pas nécessaire. Le programme respiration, c'est des tiers-temps de loisirs et aussi des tiers-lieux. Ça va arriver dans un second temps. J'espère que j'ai répondu à la question, Maëlle. Merci beaucoup. Philippe, je voyais que dans le chat, vous évoquiez un autre dispositif qui est celui des colos apprenantes. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Lancé l'année dernière est porté par un financement de chaque département. Le dispositif des colonies apprenantes, effectivement, permet de faire partir avec tel ou tel organisme, en ce qui nous concerne, c'est l'UCPA, un certain nombre de jeunes pour une semaine entière où il y a un temps d'apprentissage le matin et puis, bien sûr, des activités ludiques assez nombreuses sur l'après-midi. C'est un dispositif qui, semble-t-il, est reconduit cette année et il suffit que les associations fassent la demande à leur DDCS, enfin à leur département, pour voir à quelle hauteur le financement peut être accordé avec une répartition bien sûr sur l'ensemble des besoins du territoire. Ça fait partie de ces dispositifs qui sont assez précieux. Ils permettent de faire partir un certain nombre d'enfants qui sont encadrés par des animateurs et qui évidemment arrivent à trouver pour ce temps de vacances un vrai temps de respiration. C'est souvent la première fois qu'ils partent ensemble et qu'ils partent aussi longtemps quittant l'hôtel, et donc c'est vraiment une expérience que nous sommes heureux de pouvoir renouveler cette année. Merci beaucoup. On a aussi eu une question dans le chat autour de l'accompagnement des adolescents. Et je me tourne vers Laure et Vanessa parce qu'elles ont participé dans le guide à une fiche autour d'un repas des ados. Donc, je vous laisse nous expliquer ça. De brancher le micro. Alors, le repas des ados, franchement, c'est le même principe que pour le goûter philo des plus jeunes, sauf qu'on le décline en forme ado, c'est-à-dire que ça va plus être autour de la création d'un repas et puis de partager un repas et puis de le faire en fin de journée, en fait. Mais sur le principe et les modalités, l'idée sont vraiment les mêmes, en fait. Voilà, c'est juste l'outil qui est un petit peu modifié parce que c'est plus adapté à des enfants un petit peu plus grands, en fait, tout simplement. Mais il y a la même volonté de vouloir y participer, même si, comme on l'a dit plus tôt, on a moins souvent des ados présents dans la structure, donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place ou qui sera plus ponctuel en fonction des ados présents. Mais en tout cas, le principe est vraiment le même. Après, on n'aura peut-être pas forcément la psychologue sur ce temps-là, c'est un peu question plutôt matérielle parce qu'elle intervient plutôt en journée sur ses horaires, elle ne sera pas là en fin de journée, donc on sera plus sur un binôme éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants. Mais voilà, c'est un peu la même chose en fait. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'avions plus d'autres questions. Si vous en avez à poser, c'est le moment ou jamais. Mais en tout cas, ah oui, alors peut-être un sujet sur Philippe, vous évoquiez l'accompagnement au numérique. C'est un sujet qui revient souvent, alors à la fois en termes de facilitation des démarches, mais avec tout l'enjeu de la fracture numérique et potentiellement aussi sur l'accompagnement des enfants. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi autour du numérique. Est-ce que vous aviez des projets particuliers en tête que vous souhaitiez évoquer ?
Tout d'abord, pendant le premier confinement, on s'est aperçu que le sujet phare de la continuité pédagogique était un sujet essentiel pour beaucoup de familles isolées dans leur chambre d'hôtel, et doublement la question de l'accès au Wi-Fi et à une connexion était vitale. C'était le seul lien avec l'extérieur et la seule possibilité pour le coup de respiration. Nous avons eu l'occasion de ficeler un mécénat avec Bouygues qui nous a offert 500 box 4G de 500 gigas qu'on a installés dans les hôtels les plus lointains, en tout cas, et les moins en capacité de s'équiper rapidement. L'accès au Wi-Fi étant évidemment le prémisse à toute chose. Ensuite de ça, effectivement, un certain nombre de mécènes assez généreux nous ont offert de quoi équiper en matériel, principalement des ordinateurs, un certain nombre de familles. C'est à la discrétion des travailleurs sociaux, mais nous avons souhaité que ça se fasse dans le cadre d'un accompagnement, d'un tutorat, pour que la prise en main de l'outil corresponde aussi à de réels besoins identifiés souvent par le travailleur social et qui permettent d'avoir vraiment d'atteindre la cible pour le coup. On essaie d'accompagner aussi les parents dans cet accès au programme Pronote, parce que vous parlez de scolarité, effectivement un certain nombre de parents en situation de précarité sont identifiés comme étant des parents ne s'occupant pas de la scolarité de leur enfant, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ne connaissant peu le français, connaissant peu les programmes Pronote et n'ayant pas d'accès numérique assez facile, il était difficile pour eux d'accéder à ce programme. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on travaille. Les projets numériques aujourd'hui sont de divers ordres. Dans certains établissements un peu importants et en lien avec l'équipe hôtelière, on met en place un cyberespace dans l'hôtel lui-même, qui va être l'occasion pour les personnes qui le fréquentent de s'y inscrire et d'être accompagnées par une formation un peu plus large au numérique, comme je le disais tout à l'heure aussi au danger du numérique, mais en tout cas voilà, au numérique et avoir un accès à l'ensemble des programmes et des sites qui peuvent les aider, arriver à se repérer quand il s'agit plutôt d'un accès numérique par le biais d'un téléphone, d'un smartphone, à l'ensemble des dispositifs qui existent déjà. Je pense à SoliGuide notamment, qui se développe énormément et qui, de façon extrêmement intuitive, permet de se repérer dans les lieux ressources. Il y a des pictogrammes, c'est déjà une application qui existe en 4 langues et donc qui permet aux familles d'avoir une aisance pour leur quotidien, et ainsi de suite. On a par ailleurs d'autres types d'actions qui sont plutôt du tutorat fait avec la FEV, donc l'association des étudiants en ville, qui permet au-delà du numérique ou par le biais du numérique, en tout cas, d'avoir l'occasion d'accompagner le jeune plus largement dans sa scolarité, dans les difficultés qui sont les siennes, lui faire connaître aussi un certain nombre de dispositifs, notamment la vie en entreprise, ce que peut être aussi son futur, parce que le numérique n'est pas simplement qu'un outil là ponctuel, mais logiquement, il doit préparer son avenir et permettre à un jeune d'imaginer qu'il a un avenir, c'est déjà parfois beaucoup. Et voilà, donc de faire découvrir le monde de l'entreprise, le fameux stage de 3e, pour que comme ses camarades, ils puissent avoir aussi une implantation, une vision, s'approprier aussi ce qu'ils souhaitent faire, ses propres désirs et mettre en œuvre ses capacités. Voilà, donc le numérique est à la fois bien sûr un sujet central et puis bien évidemment, en plus de ces liens intergénérationnels, il peut faciliter une intégration pour l'avenir professionnel, l'insertion professionnelle du jeune en question. Merci beaucoup. Et du coup, je me permets aussi de mentionner des opérations qu'a pu mener Emmaüs Connect pendant le premier confinement. Et en tout cas, nous, au sein de notre réseau, il y a beaucoup de structures qui ont pu bénéficier de leur soutien à ce niveau-là et qui a été essentiel. Mais c'est vrai qu'on a vu que, au-delà de la question de la disponibilité du matériel, de la connexion, de l'accès à la connexion en tant que tel, il y a aussi le sujet des usages. Et donc, ça nécessite aussi un accompagnement à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup pour l'ensemble de ces retours. Merci pour vos interventions, pour vos témoignages. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de vous plonger dans ce guide. Encore une fois, l'idée, c'est qu'il soit vraiment à destination à la fois des équipes d'intervention sociale qui sont au quotidien dans l'accompagnement pour
donner des exemples d'actions ou d'initiatives qui peuvent être menées, mais aussi de proposer plus globalement au niveau des structures, des chefs de service, des équipes dirigeantes, de vraiment prendre le temps de cette réflexion autour de réfléchir à la place de l'enfant au sein de l'accompagnement, réfléchir à la manière dont la structure va pouvoir mener cet accompagnement, à la fois en interne et aussi en partenariat. On a vu que les partenariats étaient extrêmement importants et indispensables, et qu'il y avait aussi cette nécessité d'accompagner les familles à l'ouverture vers l'extérieur, à s'ancrer dans un territoire et à être autonome. Donc, ce guide essaie de répondre à ces enjeux en vous proposant un certain nombre de sujets de réflexion et de ressources pour appuyer vos actions et vos réflexions autour de ce sujet. Donc, on espère que ce webinaire vous aura apporté voilà, des idées, vous aura inspiré. Je remercie encore une fois donc l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants. Et du coup, je vous renvoie au site notamment de la Fédération des acteurs de la solidarité, sur lequel vous retrouverez le guide, dans lequel vous retrouverez un certain nombre d'actions qui ont été évoquées aujourd'hui, mais aussi à l'ensemble des ressources qu'on a pu vous envoyer, dont notamment le guide du défenseur des droits à destination des intervenants de l'action sociale, qui peut encore une fois représenter aussi une ressource pour accompagner, voilà, Nacera vous le montre à l'écran, merci beaucoup, et qui a vraiment vocation à être une ressource et pour continuer à promouvoir et défendre aussi les droits des enfants qui peuvent être accompagnés au sein de nos structures. Donc, merci beaucoup, bonne journée à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.